On a maintenant, je sais, vous allez dire, il dit ça à chaque fois. On a une chance exceptionnelle. Soit dit en passant, être à l'APM est une chance exceptionnelle. D'accord? Ceux qui n'y sont pas rentrés ne le savent pas, mais une fois que vous le quittez, vous le savez. Donc, rester le plus longtemps possible à l'APM, c'est vraiment, je pense, le meilleur MBA post-études pour les chefs d'entreprise qu'on ait jamais vu. Là-dessus, vous le verrez, vous saurez pourquoi je dis ça, parce que Idriss Aberkan est docteur, pas en médecine, c'est peut-être la seule thèse qu'il n'a pas encore faite, mais il a 3 doctorats. Il est chargé de cours à Centrale Supélec, il est ancien interne de Cambridge, il est chercheur à Polytechnique, il est chercheur affilié à Stanford, il est professeur d'économie de la connaissance dans le MBA de la Mazars University et ambassadeur du campus des systèmes complexes de l'UNESCO. Là, ça va. On se dit, le gars, il a peut-être des choses à nous dire. Alors, il va vous dire plein de choses. Non seulement il a le fond, mais en plus, il a la forme pour pouvoir le dire. Donc, je ne parle pas plus, et je vous laisse en compagnie de monsieur Idriss Aberkan. Merci. Merci, Idriss. Merci à tous. Vous m'entendez bien? Alors, effectivement, ce que Christophe a parlé de la partie académique, mais j'ai aussi créé des boîtes. Ma première boîte est au Sénégal, c'est une société de microcrédit agricole. Donc on a fait du riz et on fait aussi maintenant des potagers pour les femmes peules de la vallée du fleuve. Donc si vous avez déjà travaillé en Afrique, on pourra discuter un peu. J'ai fait planter 10 000 arbres cet été justement. Eucalyptus et moringa. Si vous connaissez le moringa, un arbre très intéressant dont on peut manger les feuilles et qui est utilisé pour éliminer la malnutrition en Afrique. Et puis donc 2 autres sociétés, une qui fait du jeu vidéo avec Serge Soudoplatov, vous l'avez peut-être vu en club, c'est un expert APM, très bon pote à moi, et une autre donc qui sort un logiciel à la rentrée de navigateur internet. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous connaissez sans doute ce bâtiment. C'est quoi à votre avis? Non, c'est pas le CERN. C'est fait pour ressembler au CERN, mais... Parce que j'ai un sosie de Tim Cook au fond, là. C'est ça, donc c'est effectivement le nouveau campus d'Apple qui est en train d'être finalisé, là. Alors, quand Steve Jobs et Norman Foster l'ont designé, parce qu'on ne se refuse rien, ils voulaient que ça évoque la corbeille de fruits de l'Amérique, qui était le nom de la Californie. En fait, la Californie, bien avant la Silicon Valley, bien avant Hollywood et l'industrie du jeu vidéo, c'était un État agricole. Mais un État agricole haut de gamme. C'est encore là-bas qu'on fait le meilleur vin d'Amérique du Nord. À Bordeaux, il faut la faire très vite, celle-là. Et en fait, cette culture du produit agricole haut de gamme, quoi, de ce qui sort de la terre, on en prend soin, on le transforme bien, on essaie de l'élever, ça a énormément marqué la Silicon Valley. Donc il y a vraiment un lien énorme entre la tradition agricole californienne et la tradition technologique californienne. Et toute ma présentation, elle tient dans cette image, ce rapport entre technologie, entre high-tech et nature. En fait, tout ça, ce sont des abricotiers qu'ils ont replantés pour rappeler qu'avant, la Silicon Valley, c'était des vergers. C'est même aussi pour ça que la boîte s'appelle Apple, puisque Steve Jobs, dans un de ses jobs d'été, était allé ramasser des pommes. Ce n'était pas dans la Silicon Valley, c'était dans l'Oregon, mais il dira que c'était son plus beau souvenir et c'est une des grandes raisons pour lesquelles la boîte s'appelle Apple. L'autre étant que Apple, ça passait devant Atari dans les classements. Il y a une légende évidemment sur le fait que ça serait la pomme de Turing, puisqu'Alan Turing s'est suicidé en croquant dans une pomme au cyanure. Ça aurait été une super histoire, mais ce n'est pas le cas. L'histoire d'Apple ne vient pas de là. Alors, ce campus, il coûte 4 milliards. Il évoque, c'est plus gros que le Pentagone, hein, donc il évoque la grande prospérité d'Apple. En total asset aujourd'hui, donc bien total, actifs totaux d'Apple, quand ils demandent en gros à leur banque, même, on pourrait demander juste le compte courant par exemple. À votre avis, quand Apple téléphone à sa banque pour demander combien ils ont sur leur compte courant, la banque elle répond quoi? Je parle en cash. Hein. 200 milliards. Ouais, la banque elle répond, votre compte est créditeur du PIB du Qatar, plus le budget de défense français. Et quand je dis ça aux États-Unis, en général, ils disent un mauvais exemple. Mais 200 milliards. Ouais. Et les actifs totaux, c'est 350. Donc les actifs totaux, ça fait le PIB du Qatar plus le PIB du Koweït. Et Apple, ils ne vendent pas du pétrole.
Apple, ils vendent de la connaissance essentiellement, de l'image de marque, du savoir-faire, de la technologie. Ils ne sont pas assis sur un puits de pétrole. Ils sont assis sur un puits de connaissances. Un puits d'actifs immatériels, dont leur marque. Et ce que vend Apple, l'essentiel de la marge d'Apple est immatériel. Un produit Apple vaut beaucoup plus cher que ses composants pris séparément. Et la différence, elle est immatérielle. C'est la marge, la distribution et bien sûr les brevets. Et les composants valent beaucoup plus cher que la matière première prise séparément aussi. Pareil, ce différentiel, c'est de la connaissance. C'est ça l'économie de la connaissance, l'économie immatérielle. C'est rajouter des couches d'immatériel sur le matériel pour augmenter ses marges. Alors, ce dont j'ai à vous parler, ça va bien au-delà d'Apple. Évidemment, Apple, au départ, comme vous le savez, c'était ça. Rigolez pas, c'est un monument classé dans la Silicon Valley. Vous voyez le petit tuyau d'arrosage, là, il est rifté au sol, on ne peut pas le déplacer, c'est Disneyland le truc. Et les tuiles, pareil, on ne peut pas les repeindre ou quoi que ce soit. Donc c'est un monument inscrit au registre des monuments historiques du comté d'Orange. Voilà. Nous, on a Chambord, eux, ils ont ça. Rigolez pas, ils peuvent acheter 10 fois Chambord avec ça. Donc, l'économie de la connaissance, c'est ça. Hein. C'est la seule économie qui vous permet de passer de ça à ça en 40 ans. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est pour fêter les 40 ans de la boîte. Apple a été créé un 1er avril, ça ne s'invente pas. Et du garage à ça, il s'est écoulé 40 ans à peine. Il n'y a que l'économie de la connaissance qui vous permet ce genre de truc. La Silicon Valley est beaucoup plus riche que le Golfe pour cette raison. Parce que la connaissance peut vous rendre beaucoup plus riche que les hydrocarbures. Même si ça paraît étrange, encore une fois. Alors, ce dont j'ai à vous parler, ça dépasse largement Apple, en fait. Ça, c'est une autre influence du campus d'Apple. C'est quoi, à votre avis? Non, la topographie ne correspondrait pas pour la Mecque. Ouais, c'est une ville ancienne, absolument. On ne peut rien vous cacher. Allez, lancez-vous. Non. Bagdad. Ça, c'est Bagdad du temps de Charlemagne. Ou du temps d'Isnogoud, ça dépend de vos références après. Et en fait, c'était la ville la plus riche au monde. Alors, j'aime beaucoup cette ville parce que, évidemment, le commanditaire était un prince musulman, mais le premier architecte était zoroastrien, le deuxième architecte était juif, le maître d'œuvre était chrétien et le financier était bouddhiste. Putain, c'était une autre époque quand même. Surtout en ce moment, quoi. On l'appelait la ville de la paix, et c'était la capitale mondiale des mathématiques. C'est de là que viennent les fameux chiffres arabes, qui ne sont pas arabes, qui sont indiens, mais qui sont passés, on les a appelés arabes en Occident, parce qu'ils sont passés par Bagdad, ces fameux chiffres. Et c'était la zone la plus innovante sur Terre en termes de mathématiques. En fait, c'était la Silicon Valley de l'époque. Parce que c'est là-bas qu'on fabriquait les meilleurs astrolabes, les meilleurs instruments de navigation céleste. Et quand vous étiez caravanier sur la route de la soie, avoir un instrument de navigation céleste, ça n'avait pas de prix. Ça pouvait vous faire gagner 2 semaines sur votre trajet, donc en bas de bilan, ça se voyait. C'était le computer de l'époque. Ça coûtait d'ailleurs très cher, donc c'était vraiment un signe extérieur de richesse. Et les entrepreneurs, les caravaniers, en avaient toujours un avec eux pour faire leurs calculs d'itinéraire, comme un GPS aujourd'hui. Et il fallait les mettre à jour. Donc il y avait le software et le hardware, c'est-à-dire qu'il fallait revenir à Bagdad pour faire les dernières mises à jour des astrolabes d'après les dernières observations célestes, dont le savoir-faire n'existait que là-bas, sur la route de la soie. Donc c'est une ville qui va devenir richissime. Là, on la voit juste au début, mais après, évidemment, elle va largement déborder les bords que l'on voit, puis elle sera détruite par les Mongols au XIIIe siècle. Donc on n'a pratiquement plus aucune trace de cette ville ronde, à part quelques écrits, journaux de caravaniers, etc. Et il y a plein de choses qu'on pourrait retenir de cette image, évidemment, mais pour mon propos, la chose la plus importante, c'est que ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Et que Bagdad avant le pétrole était beaucoup plus riche, influente et puissante que Bagdad après le pétrole. Ça a été la capitale mondiale des sciences et techniques pendant 200 ans. Et notamment, la capitale des mathématiques, certes, mais il y avait vraiment cette idée qu'aucun savoir astronomique n'égalait cette ville pendant 2 siècles. Et parce qu'elle était justement diverse, en fait. Des bouddhistes, des zoroastriens, des juifs, des musulmans, des chrétiens. En fait, on a même des traces de commerce avec les Vikings, figurez-vous, qu'on a retrouvé des pièces de Bagdad à Copenhague. Et on a retrouvé de l'acier dit de Damas, qui en fait à l'époque venait de cette zone-là et pas de Damas, dans les tombes de guerriers vikings au XIe siècle. Si le sujet vous intéresse. Parce que les Vikings qui étaient d'excellents navigateurs, nous on les voit un peu comme des
des barbares, etc., mais ils avaient développé une économie fluviale absolument extraordinaire, pouvaient descendre jusqu'à la mer Caspienne et traverser la mer Caspienne. Donc il y a eu des échanges globaux à l'époque absolument stupéfiants. Donc Bagdad avant le pétrole. Ça, c'est Bagdad assis sur un gisement de connaissances, pas sur un gisement de pétrole. Et ça sera une des premières villes au monde à atteindre le million d'habitants, avec Rome et Xi'an en Chine. Alors, encore une fois, ce dont j'ai à vous parler, ça va même au-delà de Bagdad et d'Apple. C'est cette idée qu'aujourd'hui, en fait, on est en pleine Renaissance. Et on n'en a pas conscience. Je veux dire, pendant la Renaissance, la première Renaissance non plus, les gens n'en avaient pas conscience. Léonard de Vinci et Michel-Ange, ils ne se levaient pas tous les matins en se disant hey, « les mecs, c'est la Renaissance, il faut assumer un peu ». Non. Le mot Renaissance, il apparaît très tardivement, 18e siècle, en rétrospective, pour dire « ah oui, cette période, il s'est passé des choses ». Mais pour les gens qui y vivaient, il y avait plus d'inquisition, plus de bûchers, plus de tortures, plus de guerres de religion, plus d'esclavage, et puis la poudre à canon, encore plus développée, donc des massacres encore plus grands. Pour un Léonard en 1515, c'était pas évident qu'on était en pleine Renaissance, honnêtement. Ça sautait pas aux yeux. Mais avec le recul, effectivement, c'était une période faste qu'on a appelée la Renaissance. Aujourd'hui, c'est vraiment pareil. La première Renaissance, elle était à la conjonction de 3 grands phénomènes. Le premier, c'est la redécouverte de l'imprimerie. Je dis redécouverte parce que les Coréens avaient l'imprimerie à caractère mobile bien avant nous. Donc quand on va en Asie et qu'on dit qu'on a inventé l'imprimerie, ils rigolent les mecs. Mais nous, effectivement, on redécouvre l'imprimerie avec Gutenberg. Et ça va permettre de diffuser les savoirs bien plus rapidement. C'est un des grands marqueurs de la Renaissance. L'autre point, ce sont les redécouvertes médicales. Pendant très longtemps, au Moyen-Âge, on disait le cœur a 3 cavités. Parce que Galien l'a dit. Voilà, c'est comme ça. Galien a dit le cœur a 3 cavités, donc tu la fermes bien comme il faut. Il n'y avait pas de méthode scientifique. Les bouchers savaient que c'était faux, parce qu'ils manipulaient du cœur tous les jours, mais ils sont bouchers, ils n'avaient pas voix au chapitre. À la Renaissance, la boucherie et la médecine dialoguent pour le meilleur et pour le pire, et ça donne le cœur à 4 cavités. Donc, redécouverte de l'imprimerie, redécouverte médicale, et bien sûr, redécouverte des Amériques. Alors, redécouverte des Amériques, je dis redécouverte pour la même raison. Bon, d'abord, les Indiens étaient quand même un peu là les premiers, mais au-delà de ça, en fait, on sait depuis au moins 1950 que les Normands, les Vikings, avaient établi des campements au Canada, en Terre-Neuve. Sauf que les Vikings n'avaient absolument pas conscience d'avoir découvert un nouveau continent. Pour eux, c'était des îles au-delà du Groenland. Il n'y avait pas une conscience cartographique que c'était un continent entier, et ça s'est perdu. Et donc la redécouverte de l'Amérique, c'est Christophe Colomb, et c'est la conscience que oui, il y a un vrai continent au-delà, et ça va mener à des explorations nouvelles. Donc, redécouverte de l'imprimerie, redécouverte biomédicale et redécouverte de l'Amérique, aujourd'hui, on a les équivalents. L'équivalent de l'imprimerie, c'est quoi aujourd'hui ? Internet, clairement, qui change le monde bien plus que l'imprimerie à son époque. L'imprimerie, c'était européano-européen. Internet, c'est mondial. Ça change aussi bien Abidjan que Singapour, Shanghai ou Paris. Et donc, cette époque est sans précédent, d'avoir cette connexion totale entre différentes villes qui peuvent échanger des savoirs très rapidement. Et ça donne, par exemple, des projets comme Wikipédia, qui est aussi un cas sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc, Internet. L'équivalent des Amériques, c'est cet engouement pour l'espace. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour l'espace. Vous avez par exemple Elon Musk, le patron de Tesla, qui a dit « J'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas à l'impact ». J'aime bien ce mec. Et il y a plus de 200 000 personnes, je crois même que c'est 300 000, il faut que je revérifie le chiffre, entre 200 et 300 000 personnes qui se sont inscrites en ligne. C'était une société néerlandaise qui faisait un appel à volontaires pour un aller simple sur Mars. Simple, j'insiste. Et ils ont demandé, c'était un formulaire long à remplir avec groupe sanguin, beaucoup de données personnelles. Et 300 000 personnes ont rempli ce formulaire. Voilà. On n'a même pas la techno, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'on pourrait faire ce genre de truc. Mais voilà, l'enthousiasme est là. Et en fait, on a découvert assez récemment notre adresse dans l'univers. C'est là. Merci d'être venu. En fait, un point, c'est une galaxie. Donc, un point, une galaxie, et dans ce tas de points, il y a la nôtre. Mais il y a aussi Andromède, etc., les galaxies proches. Et ce point fait partie, enfin cet amas, ce groupe local, comme on l'appelle, fait partie d'un ensemble qu'on appelle l'Aniakea. L'Aniakea, ça veut dire paradis incommensurable en dialecte hawaïen. C'est un groupe de 22 000 galaxies. 22 000 galaxies, je vous parle d'un lot immobilier assez conséquent là quand même. Il y a du mètre carré. Et ce groupe de 22 000 galaxies, c'est notre quartier dans l'univers. C'est celui dont on fait partie.
Et il a été découvert, donc identifié il y a à peine 2 ans, c'était en 2014. Et ce sont 22 000 galaxies qui tournent autour d'un truc qu'on appelle le grand attracteur. Le grand attracteur, c'est un faisceau de matière noire. Matière noire, c'est la langue universitaire pour dire « j'ai aucune idée de ce que c'est ». Voilà. Parce que dans une publication scientifique, vous ne pouvez pas mettre « j'ai aucune idée de ce que c'est ». Donc vous mettez matière noire, il y a un petit côté Dark Vador, ça fait plus sérieux. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. C'est fascinant, on ne sait absolument pas ce que c'est. On ne sait même pas si, par exemple, je peux lancer des idées complètement tarées, si la matière noire intervient dans la physiologie humaine. Il y a des biologistes japonais qui ont lancé cette idée. Voilà. Pour l'instant, ça paraît complètement délirant, mais on ne sait pas. La physique de la matière noire est extrêmement méconnue. Or, matière noire et énergie noire constituent la majorité de la masse de l'univers. Quoi qu'il en soit, cet amas-là, c'est aussi important que l'héliocentrisme du temps de Copernic. Hein. C'est notre vision de l'univers qui change, c'est-à-dire qu'on découvre une sorte de soleil noir autour duquel peuvent tourner 22 000 galaxies. On ne savait pas que ce genre de machin existait. Ce faisceau de matière noire, ce grand attracteur, on n'avait aucune idée qu'il existait il y a à peine 20 ans. Et l'avoir bien identifié comme là, on n'avait aucune idée qu'il existait il y a à peine 2 ans. Donc ça, ce sera enseigné dans les livres d'histoire. C'est aussi important que l'héliocentrisme du temps de Copernic. Mais encore une fois, le grand public en est peu informé, mais les travaux de Copernic, personne n'en était informé du temps de la Renaissance non plus. Je veux dire, donc c'est la même chose. Il ne faut pas croire que c'est parce que personne ne le connaît que ce n'est pas significatif. L'histoire tracera son sillon et démontrera bien sûr que c'était un événement marquant sur le plan scientifique de notre seconde Renaissance. Donc, première imprimerie Internet, Amérique Espace, et l'équivalent des recherches biomédicales, c'est le cerveau. Aujourd'hui, on commence un peu à comprendre comment le cerveau fonctionne. Et que de chemin parcouru, parce que Aristote pensait que le cerveau était un radiateur. Ce qui n'est pas bête, hein. Le cerveau c'est très circonvolué, ça ressemble à des ailettes de refroidissement un peu, et puis c'est très irrigué, hein. On saigne facilement du cuir chevelu quand on est coupé, on attrape facilement froid par la tête, donc c'est pas idiot de penser que c'est un radiateur. Vous me direz peut-être chez certaines personnes le cerveau ne sert que de radiateur, mais en général il a d'autres fonctions, et on commence un peu à les comprendre. Alors, plus on étudie le cerveau, évidemment, plus on se rend compte que son potentiel il est complètement dingue. Je vous présente le chercheur français Alexis Lemaire. Et Alexis Lemaire, dans la vie, alors il est chercheur en physique quantique, ça c'est une de ses spécialités, mais il sait faire ça aussi. Et Alexis Lemaire, il sait calculer la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres, 2 têtes, en 3 secondes 62. Voilà. Donc, dans la catégorie personne qui vous démontre les capacités du cerveau, et c'est pas du tout ce qu'on appelle un idiot savant. Hein. Le type n'est pas du tout un autiste qui saurait faire que ça, pas du tout. Il est chercheur en physique, tout à fait brillant, en intelligence artificielle aussi. Et donc voilà, capacité latente du cerveau humain, le docteur Alexis Lemaire. Et le pire, c'est que c'est pas le plus dingue. Hein. Il y a un autre cas, c'est Wim Klein. Alors lui, il détient le record pour la racine 13e, c'est-à-dire 3 secondes 62, ça va être dur de faire mieux, on est d'accord. Bon. Alors il a publié, hein, il a écrit un article pour expliquer en partie comment il fait. Donc il a publié un article scientifique. Alors, évidemment, il utilise des logarithmes, parce que quand on fait des divisions comme ça, les logarithmes entrent en compte assez rapidement, parce que le principe d'un logarithme, c'est que ça transforme une multiplication en addition. Et donc une addition, c'est beaucoup plus facile à faire de tête qu'une multiplication. Et donc ça permet, quand on apprend des logarithmes par cœur, de faire des calculs beaucoup plus rapidement. C'était déjà connu du temps des astronomes de la Renaissance, justement. Enfin, plutôt du 18e, parce que les logarithmes n'existaient pas au début de la Renaissance. Donc un autre cas encore plus dingue que lui, c'est Wim Klein. Et Wim Klein, son métier dans la vie, c'était calculette, puisqu'il était pour le CERN à l'époque où les ordinateurs n'étaient pas assez rapides pour faire ce genre de calcul. Et Wim Klein, son record, c'était la racine 73e d'un nombre à 500 chiffres, en 3 minutes. Et on arrive un peu à expliquer ça. Alors dans le cas d'Alexis Lemaire, on ne l'a jamais étudié en imagerie, donc je ne vais pas m'aventurer à vous dire le cas d'Alexis Lemaire. Donc il est très très particulier ce cas-là, on est vraiment sur la crème absolue. Mais il y a un autre cas d'un autre calculateur prodige qui s'appelle Rüdiger-Gamm, qui calcule des divisions de nombres premiers jusqu'à la 60e décimale de tête. Et lui, on l'a mis en imagerie, on arrive tout à fait à expliquer ce qui se passe dans sa tête quand il fait ses calculs. Et d'ailleurs, ça a été un peu mon boulot, puisque j'ai été l'expert scientifique d'une émission de TF1 qui s'appelle Les Extraordinaires. Vous avez peut-être vu cette émission, c'était avec Christophe de Chavannes, dans la catégorie Grille-toi dans la recherche. Et en fait, j'ai adoré parce que Christophe de Chavannes, en fait, c'est un type qui est superficiellement superficiel. Ça vaut mieux que d'être superficiellement profond. Et des universitaires qui sont superficiellement profonds, je pourrais vous en citer. Ce cas de Rüdiger-Gamm, il est très intéressant parce que quand on l'a mis en imagerie, on a réussi à expliquer ce qui se passait dans son cerveau. Et c'était vraiment un cas de neuroergonomie, c'est-à-dire qu'en gros, Rüdiger-Gamm, il a le même cerveau que nous.
c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'un haltérophile, il a plus de muscles que nous, c'est clair. La masse musculaire est plus grande. Mais le cerveau, la masse, elle est constante. Parce que le cerveau est enfermé dans la boîte crânienne. Les muscles, eux, peuvent gonfler quand on les entraîne, parce qu'ils ne sont pas enfermés dans des os, ils sont à l'extérieur des os. Mais le cerveau, il est à l'intérieur de la boîte crânienne, il ne peut pas gonfler. Ce qui fait que quand on entraîne notre cerveau, essentiellement, le nombre de neurones est constant. Il y a quelques neurones qui peuvent se former, mais dans la moyenne absolue, c'est vraiment constant, 86 milliards à peu près. Donc en fait, quand on entraîne notre cerveau, on n'augmente pas sa masse, mais on change les connexions. Et on change la façon dont on l'utilise. Par exemple, dans le cas de Rudiger Gam, on a démontré qu'il utilisait des aires pour faire du calcul spatial, par exemple le cervelet, le cortex entorhinal, le sillon intrapariétal, et qu'il les utilisait pour faire des maths, alors que la plupart des gens ne les utilisaient pas pour faire des maths, enfin, sauf pour le sillon intrapariétal. Pour faire une métaphore, pour un peu expliquer la situation, imaginez que cette bouteille, ce soit un problème mathématique. Elle a un certain poids. Donc, ça c'est notre cerveau, ça c'est le problème. La plupart des gens vont attraper le problème de cette façon-là. C'est pas la bonne façon. On ne pourrait pas soulever la bouteille comme ça. Bon. Donc vous vous direz, c'est impossible. Alors pareil, vous allez me dire, merci d'être venu Idriss, parce que c'est évident là. Pourquoi c'est évident? Parce que notre main, on la voit. Notre main, on la voit, on sait que c'est pas comme ça qu'il faut attraper la bouteille. Mais notre cerveau, on ne le voit pas. Là, votre cerveau est en train d'attraper de la connaissance, vous ne voyez absolument pas comment il l'attrape. Si vous saviez comment il l'attrape, il n'y aurait pas besoin de recherche en neurosciences. On ne sait pas comment le cerveau attrape la connaissance. On est en train de le défricher, mais on ne sait pas. Et donc, en fait, ce que fait Rudiger Gam, c'est qu'il va utiliser d'autres fonctions de son esprit et d'autres aires cérébrales pour attraper la bouteille et la tenir plus longtemps. Alors, en particulier, il va utiliser sa mémoire spatiale, sa mémoire épisodique, sa mémoire procédurale. C'est des mémoires que l'on a tous, que l'on utilise tous les jours, peut-être même autant que lui, simplement nous, on ne les utilise pas pour faire des maths. Notre mémoire spatiale, par exemple, on l'utilise pour savoir où on a garé notre voiture. Notre mémoire épisodique, on l'utilise pour savoir ce qu'on a mangé au petit-déj. Notre mémoire procédurale, on l'utilise pour faire un nœud de cravate. Et elles sont peut-être même aussi développées que chez Rudiger Gam, chez nous, simplement nous, on ne sait pas les utiliser pour faire des maths. Et lui, il s'est entraîné pour apprendre à son cerveau, quand tu as un calcul mental à faire, utilise ces mémoires-là. Donc ça fait partie de cette seconde renaissance dont je vous parle. Imprimerie Internet, Amérique Espace et médecine, cerveau. Alors, imaginez maintenant qu'on plie un peu les livres d'histoire, parce qu'après tout, la première Renaissance, en tout cas en France, c'était 1515, la haute Renaissance française. Après Marignan, on considère que François Ier est le premier grand roi de la haute Renaissance française, même si la Renaissance avait commencé avant, bien sûr, en Italie et en Espagne. Mais si jamais on plie un peu le livre d'histoire et qu'on met 1516 et 2016 l'un sur l'autre, imaginez qu'on mélange les époques, bien, si aujourd'hui on était mélangé avec des gens de 1516, Léonard de Vinci serait parmi nous. Et il serait né en 1952. Ah, j'y pense à chaque fois que je croise un barbu né en 1952. Michel-Ange serait de 75. Et il ne peindrait la fresque du Jugement dernier qu'en 2036, à 61 ans. Et Raphaël serait de ma génération, il serait de 83. Le Tintoret serait à naître dans 2 ans. Tout ça pour vous dire que la première Renaissance, ça s'est fait sur plusieurs générations. La deuxième aussi. Ceux qui vous parlent de la génération Y, ils n'ont qu'un tout petit bout de l'équation. Une chose aussi gigantesque qu'une deuxième Renaissance, ça se fait sur plusieurs générations, 6 ou 7. Et chaque génération a sa brique à apporter. Donc évidemment, la question, c'est quelle est notre place dans tout ça? Et quelle sera la place de nos enfants? Et ça, c'est le sujet de ma conf. Alors, pour bien appréhender cette seconde Renaissance, j'ai un message super important en fait. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas de message plus important que celui qui va apparaître dans cette bulle-là. C'est-à-dire que vraiment, quand je vous l'aurai donné ce message, vous pouvez vous lever, vous barrer, profiter du soleil. Je n'ai pas de message plus important que celui-là. Et je sens qu'il y en a qui se sont sentis tentés là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, ce que vous voulez, toute révolution, si c'est une révolution, ça passe toujours par 3 étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes. Voilà, donc statistiquement, il y a toujours quelqu'un dans une salle pour dire non, c'est encore ridicule aujourd'hui.
Vous trouverez un cajot de tomates mûres sur vos sièges, mesdames, si ça pourra toujours vous servir. Mais c'est vrai que 1789, si, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'homme, hein. Et les femmes dans tout ça, non mais écoute Bobonne, j'ai du boulot, laisse-moi tranquille. Bon, c'est ridicule. Alors, on est déjà même un peu au dangereux puisque Olympe de Gouges va être guillotinée, hein. Donc Olympe de Gouges, on va pas lui dire reste chez toi, on va quand même la buter. Donc on rentre dans le dangereux. 19e siècle, 1889, c'est dangereux. Qui va garder les gosses et faire la vaisselle? Enfin, parce qu'au bout de 100 ans, les hommes ont commencé à se poser les vraies questions quand même. Ça vous fait pas rire, ça. Et donc, bon, bah, les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise et on les tue. Et aujourd'hui, les femmes votent. And so what? C'est complètement évident. Sauf pour certains pays à qui on file la Légion d'honneur. Pardon. C'est filmé, ça. Hein. Bon, bah, les vacances à Jeddah, c'est mort. Je crois que... Bon, tout ça pour dire que les révolutions ne sont pas évidentes partout en même temps, hein. C'est valable pour plein de sujets. Mais ridicule, dangereux, évident. C'est valable pour toute révolution. Vous prenez l'informatique personnelle. L'idée d'avoir un ordinateur. Ce téléphone, il tient dans ma poche. Il a plus de capacité de calcul que la NASA en 1969. Toute la NASA, je parle. Hein. La fusée, plus Cap Canaveral, plus Houston. Dans ma poche. Vous auriez dit à un ingénieur américain de la NASA, un jour, on aura les capacités de calcul de la NASA dans la poche. Non mais écoute, bonhomme, j'ai du boulot. En plus, tu connais rien. Je suis ingénieur. Moi, j'ai une fusée envoyée dans l'espace. Laisse-moi tranquille. Si vous lui avez dit ensuite, j'ai un proto, ça marche. J'ai un ordinateur, il tient dans la poche. Donc James Bond enfoncé, quoi. Bah, là, l'ingénieur vous aurait dit, mais cache ça, malheureux. En pleine guerre froide, les capacités de calcul de la NASA dans la poche de tout un chacun, t'es pas dingue. Guider des missiles, etc., ça t'a pas échappé, ça. Donc il vous aurait dit dangereux. Il vous aurait interdit de le sortir, votre produit. Et aujourd'hui, bah, c'est le cas. And so what? Ridicule, dangereux, évident. Toutes les révolutions passent par ces trois étapes. La Terre est ronde. Alors, la Terre est ronde, c'est pas au Moyen-Âge qu'on croyait ça. Vous savez que c'est un peu une erreur de croire qu'au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate. C'est pas le cas du tout. Mais il y a eu des moments où certaines civilisations ont cru que la Terre était plate, effectivement. Bah, la Terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La Terre tourne autour du Soleil. Ridicule, dangereux, évident. Physique quantique, électricité, ce que vous voulez. Toute révolution passe par ces trois étapes. C'est tellement vrai, alors ça vient de Schopenhauer, en fait, cette idée, hein, même si c'est pas exactement écrit comme ça dans ses travaux. Mais c'est tellement vrai que si une idée ne passe pas par ridicule, elle n'est pas révolutionnaire. La réciproque n'est pas vraie. Hein. C'est-à-dire que toute idée révolutionnaire doit passer par ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Et du coup, pour un manager, c'est très compliqué de faire la différence entre une idée révolutionnaire et une idée à la con chimiquement pure. Je vois vos réactions, vous en manipulez tous les jours. Alors, clairement, hein, c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens croient qu'une révolution, ça saute aux yeux. Voilà. C'est « Ah, je le savais, bon, c'est évident, boum ». Non, pas du tout. Les révolutions sont à chercher dans les idées à la con. Et d'ailleurs, les grandes révolutions, ne serait-ce que managériales ou industrielles, elles ont été rejetées par les leaders de leur temps. IBM n'a pas cru au PC. Pendant plus de 10 ans, IBM n'a pas cru à l'ordinateur personnel. Pour eux, c'était une contradiction absolue, cette idée. Et Microsoft n'a jamais cru au smartphone au départ. Vous avez une vidéo de Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, qui s'éclate de rire quand l'iPhone sort. Il dit mais ça ne marchera jamais, il n'a même pas de clavier physique, il coûte $350, c'est $600, c'est de la folie. Enfin, il s'éclate de rire le mec. Voilà. Donc le leader, le gars qui est censé être le vrai expert, c'est le premier à s'opposer à une révolution. C'est justement comme ça que ça marche. Alors évidemment, les soufis disent le rubis est plus petit que la mine. C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que la mine, bah, c'est les idées à la con, et le rubis, c'est la révolution. Mais n'empêche que si vous voulez chercher des rubis sans mettre les mains dans la boue, il faut aller chez le bijoutier. Et dans ce cas-là, ce n'est pas vous qui allez capter la marge. En management, c'est pareil. Si vous cherchez la révolution, bah, ce n'est pas dans le monde des idées évidentes que vous allez la trouver, hein, par définition. C'est dans le monde des idées à la con. Voilà. Donc il faudra mettre les mains dans la boue des idées à la con pour trouver la révolution. Alors, armée, parce que vous allez voir qu'en fait, tout ce que je vais vous présenter ne seront que des manifestations de ce principe. Et que ce soit l'économie de la connaissance, le biomimétisme, la blue economy, qui seront mes trois sujets. Donc le premier est l'économie de la connaissance, mais je vous refais le plan quand même de la journée. On va aller du plus abstrait au plus concret. L'économie de la connaissance, c'est un peu abstrait comme sujet, donc c'est pour ça que je commence par ça, parce que c'est peut-être un peu plus dur. Et chacun ensuite sera des applications du précédent. Le biomimétisme est une application de l'économie de la connaissance, et la blue economy est une application du biomimétisme à la gestion d'entreprise. Donc là, on va être dans le management. Mais les trois sont quelque part entre ridicule et évident. C'est vraiment très intéressant comme exercice intellectuel de les étudier du point de vue de leur vraisemblance et de leur applicabilité.
Alors, l'économie de la connaissance, pour commencer. Ah, c'est une économie très étrange déjà. Imaginez une économie dont la ressource est infinie. Imaginez une économie où 1 et 1 font 3, littéralement, on va le démontrer. Imaginez une économie où le chômeur a plus de pouvoir d'achat que le salarié, et ça aussi on va le démontrer. Imaginez une économie où tout le monde est né avec du pouvoir d'achat en fait. Tout le monde a du pouvoir d'achat à la naissance. Imaginez une économie où le pouvoir d'achat ne dépend que de vous. Et imaginez une économie enfin qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Ça ne veut rien dire, mais on va le démontrer quand même. Pour l'instant, c'est ridicule ce que je vous raconte, on est d'accord. Si jamais on n'était pas en APM, vous me direz, écoute, j'ai du boulot, laisse-moi tranquille. Bon. L'économie de la connaissance, déjà, c'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être humain, il échangeait des savoirs bien avant d'échanger des céréales, des monnaies, des outils, des services ou des matières premières. Le feu, c'était de la connaissance. Le feu, ça passe d'une tribu à l'autre, c'est un savoir. L'économie de la connaissance, c'est pas donc du tout la plus récente, c'est la plus vieille. Simplement, on avait oublié qu'elle a toujours été là, parce qu'elle a toujours été là. Aucune activité économique n'existe sans connaissance. Ça n'existe pas. Une activité économique sans connaissance, c'est juste physiquement pas possible. Donc il n'y a aucune activité économique sans savoir, ce qui fait que l'économie des savoirs, elle a toujours été là. Simplement, nous, on a un cerveau de chimpanzé, on a tendance à voir le côté matériel des choses. Parce que notre cerveau, il a quand même évolué dans un monde matériel où il fallait trouver la bouffe, éviter les prédateurs, chercher les points d'eau. Et donc notre cerveau, il est avant tout connecté pour le concret, pas pour l'abstrait. Alors il se trouve que l'humain a des capacités d'abstraction très grandes, avec notamment le développement de son cortex frontal, etc. Mais ces capacités d'abstraction ne sont pas dans notre software de base, disons. Donc on a quand même tendance à prêter toujours plus d'attention au monde concret qu'au monde abstrait. Mais le monde abstrait, il a toujours été là, et l'économie de la connaissance a toujours été là. Simplement, on la redécouvre. Et c'est pour ça que je parle d'une seconde renaissance. Mais l'économie de la connaissance, vous avez vu, Bagdad, c'était déjà de l'économie du savoir. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils pouvaient vendre, c'était leurs compétences en mathématiques, en ingénierie, en irrigation, qui sont des choses abstraites. Alors, pourquoi faire de l'économie de la connaissance? C'est la première question à se poser. Et la réponse à cette question, à quoi ça sert l'économie de la connaissance? On a vu que ça servait à devenir riche. Apple, ils ont en actifs totaux le PIB du Qatar plus le PIB du Koweït. Bon, ils ne vendent pas de pétrole. Ils ne sont pas assis sur un puits de pétrole, ils sont partis d'un garage et ce n'est pas en creusant le jardin qu'ils ont fait leur fortune. C'est plutôt en creusant ça. Donc on a vu que l'économie de la connaissance, ça servait à devenir riche. Mais pourquoi? Ça tient en une phrase. Parce que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Et ça change tout. Ça change tout parce que on peut faire de l'argent sur la connerie. Hein. Ça s'appelle le Parlement. Mais il est clair que si les matières premières ne sont pas finies, sont pas infinies, pardon, elles sont finies. Il n'y a rien de matériel et d'infini. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de matériel d'infini. Les réserves de pétrole mondiales, la bauxite, le diamant, le strontium. Dans l'univers, hein, il n'y a rien de matériellement infini. L'univers, il est fini. Donc, il n'existe rien de matériellement infini. Ça, c'est un fait. Par contre, la connaissance, elle est immatérielle et elle est infinie. La connaissance potentielle, elle est infinie. Quand vous creusez un puits de pétrole, vous pouvez dire « j'ai touché le fond ». Ça y est, j'ai sorti tout le pétrole de ce puits, c'est fini. Bon. Mais quand vous creusez un puits de connaissance, quand est-ce que vous dites « j'ai touché le fond » ? À quel moment vous pouvez dire « ça y est, là, j'ai creusé toute la connaissance existante » ? Ce moment-là, il n'existe pas. Et on peut même démontrer mathématiquement qu'il n'existe pas. Parce qu'on peut démontrer, par exemple, que la totalité des logiciels possibles, c'est un ensemble infini. Bon, voilà. Et les logiciels, ça se vend, c'est vendable, c'est de la connaissance, c'est infini. Et l'ensemble des logiciels, c'est un sous-ensemble de toutes les connaissances possibles. À partir du moment où toutes les connaissances possibles ont un sous-ensemble infini, vous pouvez démontrer en mathématiques que l'ensemble total est infini lui aussi. Qu'il n'existe aucun ensemble fini qui a un sous-ensemble infini. Voilà, c'est un théorème de maths. La connaissance est infinie. Donc on peut avoir une croissance infinie avec elle. Si notre croissance est immatérielle. Il est clair qu'une croissance matérielle infinie, c'est pas possible. La Terre, elle est finie. Une croissance matérielle infinie, c'est physiquement pas possible. Mais une croissance immatérielle infinie, c'est tout à fait possible. Si vous remplacez connaissance par logiciel, encore une fois, à partir de quel moment vous pouvez dire « j'ai creusé tous les logiciels possibles » ? Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole quand je vous dis qu'on peut avoir une croissance infinie avec la connaissance, mais l'économie de la connaissance, en fait, on y est déjà. On y est déjà à plein d'égards, je vous ai dit qu'on ne l'a jamais quitté, en fait.
Il n'y a aucun moment dans l'histoire de l'humanité où l'économie de la connaissance n'a pas existé. La différence, c'est qu'on en est conscient. Et c'est ça qui fonde cette seconde renaissance. C'est qu'aujourd'hui, on est conscient du fait que notre économie est largement basée sur les savoirs. En fait, dès 1977, Jimmy Carter avait fait le calcul en se disant « Aujourd'hui, le dollar est la monnaie des matières premières ». Et c'était un truc qui agaçait énormément De Gaulle, mais pas que. C'est-à-dire que, effectivement, encore aujourd'hui, en 2016, si vous voulez acheter n'importe quelle matière première dans le monde, il faut payer en dollars. Que ce soit du pétrole, du gaz naturel, de la bauxite, du strontium, de l'or, des diamants ou n'importe quelle matière première. Bon, il faut payer ou des carcasses de porc ou même de l'agricole, quoi. Je veux dire du jus d'orange surgelé, du blé, etc. Toutes les matières premières sont tradées en dollars dans les gros volumes. Bon. Ce qui fait que les Américains ont un peu le coupon de souveraineté mondiale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un État souverain si vous n'avez pas de dollars. C'est quand même dingue. Les types, ils ont imprimé le seul bon point de souveraineté. Vous ne pouvez pas être un pays souverain si vous n'avez pas de dollars dans vos caisses. Et c'est pour ça que la Chine a autant de dollars d'ailleurs. Puisque pour acheter les matières premières dont elle a besoin, elle ne peut certainement pas payer en yuan. Et ça, évidemment, alors c'est injuste sur le plan économique, il n'y a pas de débat, mais Jimmy Carter avait une vraie vision en 1977, il a dit ça va nous poser problème. Parce que, petit 1, si le dollar est la monnaie des matières premières, son potentiel est énorme, mais il est fini. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, ça nous oblige à contrôler les sites de production. Parce que le fait que le pétrole soit coté en dollars, il faut les encourager, les monarchies du Golfe. Elles ne le font pas comme ça, si vous voulez. Et donc, le Carter avait parfaitement compris que ça nécessitait d'avoir un certain déploiement militaire dans la zone. Vous ne pouvez absolument pas forcer les gens à trader leur pétrole, enfin, demander aux gens à trader leur pétrole en dollars comme ça. D'autant que ce n'était pas un avantage dès le début. Vous avez des thèses entières qui ont été écrites sur le sujet, faut-il créer d'autres pétrodevises, etc. L'OPEP a essayé, ça n'a jamais marché. Bon. Carter dit, si le dollar devient la monnaie de la connaissance, on n'aura plus besoin de contrôler les sites de production. Tout simplement parce que les sites de production sont déjà chez nous. On a le meilleur secteur aéronautique, on a les meilleures universités, on a le meilleur secteur aérospatial, le meilleur secteur informatique et les meilleures maths. Donc on a déjà, non seulement on a déjà les meilleures universités, mais les meilleurs cerveaux viennent déjà chez nous. Le brain drain. Aucun pays aujourd'hui ne draine les cerveaux mieux que les États-Unis, même plus de 40 ans après. Donc Carter dit ce qui serait bien, c'est que le dollar devienne la monnaie de l'innovation. C'est-à-dire que détenir des dollars dans ses coffres signifie un pouvoir d'achat dans les meilleures technologies. Alors c'était tout à fait visionnaire. Bon, il a juste oublié la règle numéro 1 de la politique, ne jamais dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, toujours leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ça fait mal de dire ça, mais c'est la réalité. Hein. C'est Georges Frêche qui avait dit ça. Hein. Si vous faites campagne en disant aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, vous n'avez aucune chance d'être élu. Il faut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je sais que ça fait grincer les dents parce que c'est pas agréable à entendre justement, hein, mais c'est la réalité de la politique. Si vous faites campagne en disant aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, ça marchera juste pas. Comme disait Lino Ventura, évidemment que la vérité est douloureuse à dire, sinon tout le monde la dirait. Bon. J'aime bien citer Lino Ventura juste après Jimmy Carter. Grand homme ce mec en plus. Et bon, donc Jimmy Carter fera un seul mandat. Sa politique ne sera pas suivie d'effet. Par contre, elle va avoir un impact majeur sur la Silicon Valley. C'est-à-dire que la Silicon Valley existait avant, mais elle va exploser sous le mandat de Carter. Si vous vous rappelez, il y a même un James Bond qui était sur le sujet, j'ai oublié le titre, mais il y a un James Bond où le méchant essaie de détruire la Silicon Valley. Vous vous rappelez pas lequel c'est? Sur 30 personnes, statistiquement, il y en a forcément un qui le connaît. Qui n'a peut-être pas envie d'étaler sa culture James Bondesque comme ça. Ça doit être ça, ouais. Avec Christopher Walken. Donc, bon, l'époque vraiment qui démontrait la puissance de la Silicon Valley. 84, Apple sort le premier Macintosh. Alors, tellement de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Le PC. Ça veut dire quoi, PC? Bah, bienvenue dans une oxymore. Pour IBM, ça veut dire quoi, IBM? Ouais, le B de IBM, c'est pas pour baltringue, c'est pour business. C'est-à-dire, on tutoie les chefs d'État, on leur vend des machines à $1 million, et quand un type se ramène avec un gadget qui tient sur un bureau, on rigole. Mais on rigole. Le patron d'IBM avait dit en 68, le marché mondial des machines, des ordinateurs, c'est 7 machines par an. Visionnaire, le mec. 7 machines. Et oui, parce qu'à partir du moment où ça coûtait plusieurs millions de dollars, il n'y a que les chefs d'État qui pouvaient s'en payer. Donc le type, il partait pour écouler 7 machines par an. Quand IBM livrait un disque dur de 500 kg, c'était 500 kg physique. C'était pas 500 kg octets. Il fallait un camion de déménagement avec 8 personnes pour déplacer le disque dur de 500 kg octets. Donc, quand un type se pointe chez IBM en disant ouais, l'avenir de l'informatique, c'est un truc qui tient sur le bureau, avec un écran, déjà. Parce que
il n'y a pas d'écran dans les machines IBM en 68. C'est un truc qui est programmé en ligne de commande sur terminal. L'idée d'une interface, c'est complètement ridicule. C'est les ingénieurs qui programment ça de toute façon. Il n'y a pas besoin de faire en sorte que ce soit user-friendly. On a totalement oublié que le PC est passé par la phase ridicule parce que toutes les révolutions qui nous entourent, comme elles sont évidentes aujourd'hui, le cynisme persiste. Ce qui fait que le cynisme persiste, c'est qu'on oublie totalement que l'électricité, l'informatique personnelle, Internet, Wikipédia, le train, l'avion, c'est passé par ridicule, dangereux, évident. Et donc les révolutions de demain, on oublie qu'elles naissent de la même façon que le train est né, que l'avion est né, qu'Internet est né. Donc le PC au départ, alors si vous allez dans les livres d'histoire s'accordent à dire que techniquement le premier PC c'était Olivetti. Voilà, bon, ça c'est pour la petite anecdote. Mais le PC tel qu'on le connaît, c'est Xerox. Le PC avec la souris et l'écran et les fenêtres, donc la petite croix pour fermer la fenêtre, la métaphore du bureau, la corbeille pour jeter, etc. Ça c'est Xerox. Alors Xerox, c'est une boîte qui avait grandi. Alors déjà, Xerox, c'est une boîte qu'IBM avait rejetée. C'est-à-dire que quand le fondateur de Xerox arrive en disant j'ai un procédé qui s'appelle la xérographie, ça permet de faire des copies de documents, International Business Machine dit c'est pas mon métier. Donc au départ, Xerox, IBM n'en a pas voulu. Premier point important. Xerox avait un centre de recherche à Palo Alto qui s'appelait le PARC, le Palo Alto Research Center, qui travaillait sur les machines de demain. Et ils avaient mis au point le premier PC tel qu'on le connaît, avec un écran, une souris, etc. Or, Xerox, c'était typiquement une société qui avait grandi trop vite. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les ingénieurs et les créatifs dans la Silicon Valley, et de l'autre, il y avait le siège à New York, avec des mecs interchangeables qui gouvernaient que par le bas de bilan et qui n'en avaient rien à foutre du métier. C'était un peu les énarques américains, si vous voulez. Des types qui étaient majors d'Harvard, qui faisaient 5 ans chez Xerox, 5 ans chez Pepsi, 5 ans chez Conoco, et qui se foutaient complètement de l'avenir de l'industrie de l'informatique. Ils voulaient juste voir si l'entreprise gagnait de l'argent ou pas. Et les ingénieurs de Xerox vont à New York et leur amènent la souris. Donc on a un COMEX, vous imaginez, avec des tables en U, la souris qui passe de main en main. Et là, le patron du COMEX, ce président du COMEX se lève et lance un regard assassin à l'ingénieur, la souris dans la main, et lui dit cette phrase célèbre: vous n'imaginez quand même pas que Xerox va investir dans un produit qui s'appelle la souris. Ridicule. Fin de l'histoire. Alors en fait, pas fin de l'histoire, parce qu'il y a un type dans la Silicon Valley qui s'appelle Steve Jobs, qui travaille dans un garage. Alors à l'époque, il est déjà plus dans un garage. Il a créé Apple avec Steve Wozniak. Et il entend parler de ça, parce qu'il n'est pas très loin des Palo Alto Research Center. Alors il téléphone au siège de Xerox à New York et il leur dit: il paraît que vous avez un truc là, ça s'appelle la souris. Bon, c'est de la merde, mais ça m'intéresse. Et le siège de Xerox, trop content de se débarrasser de ce rat crevé, va lui ouvrir grand les portes. Et il va tout piquer, sans aucune pitié. C'est-à-dire que les employés d'Apple diront dans leur mémoire: on avait l'impression d'être Attila le Hun, devant un village sans défense, prêt à piller, violer, brûler, on a tout pris. Effectivement, ils ont tout pris. Alors, ils ont nettement amélioré le produit, il n'y a pas de problème. Leur interface, la lecture d'Apple de l'interface de Xerox a été nettement épurée, etc. Bon. Mais ils ont juste tout piqué. Et le pire, c'est que les ingénieurs savaient qu'ils étaient en train de vendre un Rembrandt, pas de problème. Donc, ils essayaient de cacher des trucs. Et quand on lui cachait des trucs, Steve Jobs filait à la cabine téléphonique la plus proche, appelait le siège à New York avant que ça ferme avec le décalage horaire, et disait: ils ne me montrent pas tout, donnez-leur l'ordre de tout me montrer. C'est le siège de Xerox qui a pris le fusil, qui s'est tiré la balle dans le pied, la jambe est partie avec. Et après, effectivement, Bill Gates a tout repiqué à Steve Jobs. Donc Bill Gates dit oui, on dit que j'ai tout piqué à Steve. C'est vrai, mais c'est que la moitié de l'histoire. La vraie histoire, c'est que Steve et moi, on avait un riche voisin qui s'appelait Xerox, qui est parti en vacances en laissant sa villa grande ouverte. Steve a pris la télé, moi j'ai pris la chaîne IFI. Parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Sauf que, et c'est là que c'est intéressant, Bill Gates a eu une vision de pousser encore plus loin dans l'immatériel. C'est-à-dire qu'il a dit: moi, la dimension matérielle, c'est plus mon problème. Je ne vais faire que du software. Alors que pour Steve Jobs, dès le début, il fallait absolument que la machine et le soft soient faits par la même société. Et il était hors de question d'ouvrir le soft. C'était un soft pour Apple, par Apple. Pour les machines Apple. Et Bill Gates dit: non, moi je vais faire juste un software et je vais faire de l'argent avec ça. Et l'idée qu'on puisse devenir riche avec du logiciel, c'était totalement impossible pour IBM. Quand Bill Gates est allé voir IBM, il leur a dit: ouais, je sais que vous voulez finalement être en compétition avec Apple. Ça y est, vous avez compris que le PC, ça avait de l'avenir. Bon. Et moi, j'ai un système d'exploitation pour vous. Ça s'appelle DOS, Disk Operating System. Bon.
fait, le vrai nom de DOS, c'était QDOS, qui voulait dire Quick and Dirty Operating System. Donc, en gros, système d'exploitation écrit avec les pieds, concrètement. C'est pas une légende, hein. C'est-à-dire qu'au début, Bill Gates n'avait rien. Bill Gates adorait le poker. Grand joueur de poker. D'ailleurs, Microsoft a été fondé dans la salle de poker d'Harvard. Et ensuite, le siège à être à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, dans un motel de passe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté je bluffe. Bill Gates recevait des patrons de division d'IBM dans un motel de passe à Albuquerque en t-shirt sale, pas lavé. Et il leur disait, ouais, je suis le CEO. Voilà. Alors baisse les yeux, quoi. C'est ça c'est ça la force du bluff de Bill Gates, effectivement. Alors, petite parenthèse, les États-Unis ont une culture de ne pas être légitimistes. C'est-à-dire qu'effectivement, la chose qu'on ne vous demandera jamais aux États-Unis, c'est est-ce que tu es légitime dans ce métier. Bon, ça n'existe pas. Nous, en France, bon, on est quand même héritier d'un pays centralisé, colbertiste, puis jacobin, où le titre de noblesse importe énormément, où la patente royale importe énormément, et c'est la première chose qu'on va demander à un entrepreneur. Est-ce que tu es légitime? Bon. Et bon, ça nous tue, ça, il n'y a pas de problème. Mais les Américains n'ont pas ça. Ils n'ont jamais connu de noblesse. Donc la question de la légitimité ne se pose pas chez eux. C'est pour ça qu'ils peuvent accueillir un Bill Gates qui n'a même pas sa licence et dire oui, tu es informaticien, tu es légitime. Fin de la parenthèse là-dessus. Bill Gates va voir donc des gens de chez IBM et leur dit voilà, j'ai DOS. Bon, en fait, DOS, il le rachète à quelqu'un qui avait codé QDOS, Quick and Dirty Operating System, mais au moment où il négocie avec IBM, il n'a rien. Bill Gates, il n'a rien, il n'a même pas commencé à réécrire le software, il ne sait même pas à qui il va le racheter. En fait, QDOS, il sait, mais il n'a pas rencontré la personne. Il ne sait pas physiquement si le type va lui demander 100 000 $ ou 1 million. Il dit, j'ai ça. Et il dit à IBM, au fait, je ne veux pas vous le vendre, je veux vous le louer. Alors déjà, IBM, encore une fois, c'est Dark Vador, on ne négocie pas avec eux. Vous avez vu 2001, l'Odyssée de l'espace? C'est qui le méchant dans l'Odyssée de l'espace? HAL. HAL, c'est IBM, hein. Vous reculez IBM d'une lettre dans l'alphabet, ça fait HAL. C'est une référence de Kubrick à la participation d'IBM à la guerre du Vietnam. Voilà. Donc, les mecs, c'était Dark Vador, c'était l'Empire. On négociait pas avec eux. Et Bill Gates arrive et dit, je ne veux pas vous le vendre, je veux vous le louer. Donc, je veux garder la propriété intellectuelle. T'es qui au départ? Et puis, je veux avoir le droit de le vendre à d'autres personnes. Alors, bon, dans la division PC d'IBM, il y a des types qui grincent totalement des dents, là, qui sont là, mais pour qui il se prend, ce petit con, quoi. Et le patron de la division prononce cette parole historique. Vous savez, l'argent, il est dans les machines. Pas de problème, on sait qu'il n'y a pas d'argent à se faire dans le logiciel. Les mecs ont dit au futur homme le plus riche du monde, il n'y a pas d'argent à se faire dans ton métier au départ. Et ils étaient plus diplômés que lui, ils avaient plus d'expérience que lui. C'est ça le côté ridicule, dangereux, évident. C'est que dans leur perspective d'experts, et d'experts bien plus qualifiés, légitimes et chevronnés que Bill Gates, c'était idiot de penser que le logiciel puisse se vendre. Et à tel point que chez IBM, ils rémunéraient leurs codeurs au Keylog. Alors le Keylog, ça voulait dire 1000 lignes de code. C'est-à-dire que les programmeurs chez IBM étaient payés à la ligne de code. Comme un journaliste serait payé au nombre de caractères. C'est un système totalement débile, ça encourageait les gens à faire des codes ultra longs, à une époque où la moindre disquette était tout de suite saturée. Et donc ça tuait totalement l'efficience. En programme, aujourd'hui, on a d'excellents programmes qui font à peine 5 mégas. Parce qu'à l'époque, ils payaient à la ligne de code. Ah, t'as travaillé, t'as fait 1000 lignes de code. Ridicule. Alors, si on en revient au Macintosh, qui est quand même le premier grand PC grand public avec une interface révolutionnaire, etc., ce design, il peut parler. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce design? Le but du design, c'est de parler, hein, mais c'est de parler sans mots. Et donc de parler avec des notions simples. Donc allez pas chercher trop loin. Utilisez pas votre cerveau trop rationnel. Quelle est la phrase qu'il vous dit? En 4 mots. Visage, très bien. Et donc du coup, c'est quoi la phrase? Pas loin. La phrase puissante pour le cerveau reptilien de ce design, et c'est ce que Steve Jobs avait parfaitement compris, et que les informaticiens de l'époque n'avaient pas du tout compris, c'était « n'aie pas peur ». N'aie pas peur, tout va bien se passer. Le lecteur disquette qui ressemble à un petit sourire en coin. L'écran qui disait « hello », les bords arrondis, le style blanc. À l'époque, les informaticiens, geeks en diable, faisaient des ordinateurs un peu à la Star Trek, avec des bords parfaitement droits, côté contondant, quoi. Mais l'américain moyen, pourquoi IBM ne croyait pas au PC? Parce que IBM avait fait plein d'études de marché. Et toutes les études de marché disaient la même chose. PC, j'en veux pas.
L'Américain moyen, vous lui demandiez, voulez-vous d'un personal computer? Computer, c'est la NASA, moi j'y connais rien, je ne sais pas programmer, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? C'est clair que la réponse à la question « Que veux-tu que je fasse d'un ordinateur ?» elle n'était pas claire en 80. Il a fallu attendre qu'on amène Paintbrush et puis des logiciels d'édition de texte pour que les gens « Ah oui, regardez ce que je peux faire, je peux faire des dessins, je peux taper du texte. » Mais ce n'était pas du tout évident avant. Et donc, ce côté « n'aie pas peur », c'est ce qui fait la fortune d'Apple. Aucune société au monde aujourd'hui ne sait dire « n'aie pas peur » avec la tech mieux qu'Apple. Il n'y a pas une société sur Terre aujourd'hui qui, mieux qu'Apple, véhicule le message « n'aie pas peur ». Et si vous voulez vous en convaincre, dites-vous bien que les mecs qui nous vendent une montre connectée qui a accès à nos rencontres, à notre localisation, à notre rythme cardiaque, à notre glycémie, en plein scandale de la NSA, où on sait que la NSA espionne tout le monde. Tout le monde. Ce que Snowden a révélé, c'est sans appel. La NSA a des capteurs sur les fibres optiques, ils espionnent tout le monde. Si c'est pas crypté, ils le chopent. Si c'est crypté, ils essaient de le craquer. Pas de problème. Bah, si, il y a un petit problème quand même, c'est qu'en fait, il y a un petit bout de papier qu'on a signé aux Nations Unies qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration, elle a un article 12 qui dit que toute personne a le droit à la protection de sa vie privée. Et qu'elle a le droit à la protection de la loi contre toute immixtion arbitraire dans sa vie privée. Bon, c'est plus tellement le problème aujourd'hui, apparemment. Bon, ça, c'est violé tous les jours. Bon. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient objecté que ça augmente la sécurité, ben, on a bien vu que non. La NSA fait ça depuis 20 ans d'après Snowden. Est-ce que notre sécurité a augmenté depuis 20 ans? Je ne le crois pas. Bon. Ça, c'est évidemment un autre débat. Mais n'aie pas peur avec la tech. C'est le grand message si vous voulez vendre un produit. Les gens n'adoptent pas une révolution quand elle marche. Hein. Pas du tout. La plupart des gens croient être rationnels et pensent qu'une révolution est adoptée quand elle fonctionne. Mais alors, l'histoire est jonchée de révolutions qui ont avorté et qui fonctionnaient et qui n'ont juste pas été adoptées. Alors, je pourrais vous en citer des tonnes. Les moines franciscains utilisaient de la moisissure pour guérir les plaies. De la moisissure de pain, aka antibiotique. Ça marchait. Alors, mais c'était indiscernable de la magie, ça n'a pas été adopté. Les soigneurs arabes en Andalousie soufflaient de la moisissure de pain dans les naseaux des chevaux pour les guérir. Voilà. Sans doute inspiré par les franciscains. Voilà, bon, indiscernable de la magie, ça n'a pas été... je pourrais vous en citer des tonnes d'innovations comme ça si vous avez des questions à la fin de la conf, si vous voulez garder ça dans un coin de votre tête, de cas d'innovation qui marchaient mais qui n'ont absolument pas été adoptés. Parce que l'être humain, il n'adopte pas une révolution quand elle marche, jamais. Il l'adopte quand elle cesse de lui faire peur. Et c'est parfaitement ce qu'avait compris Steve Jobs, c'est qu'une fois qu'on sort du ridicule, si la techno marche, ben on arrive dans le dangereux. Parce que là, elle marche, donc elle est dangereuse, il faut la prendre au sérieux. Donc sortir du ridicule, ce n'est pas suffisant pour vendre un produit, il faut arriver à évident. Et pour arriver à évident, il faut dire « n'aie pas peur ». Et ça, c'est un message à 300 milliards de dollars. Total asset d'Apple, ou 200 milliards pour la trésorerie. Et c'est encore une fois ça le génie de Steve Jobs. Les gens disent oui, il ne savait pas programmer, il n'était pas informaticien. Oui, mais des informaticiens à la Silicon Valley n'en manquaient pas. Ce qui manquait dans la Silicon Valley, c'était de gens capables de faire passer la révolution informatique pour un truc tout à fait mainstream et acceptable au plus grand nombre. Et cette notion de user-friendliness, elle était révolutionnaire parce qu'à l'époque, dans la Silicon Valley, vous aviez des mecs qui se baladaient en t-shirt avec marqué « User-friendliness is for wimps anyway ». La user-friendliness, c'est pour les tapettes. Si vous avez un t-shirt qui écrit ça, vous ne vendrez jamais un produit. Et les types, ça ne les dérangeait pas. Ils étaient là, oui, on est élitiste, l'ordinateur, c'est pas pour tout le monde. L'idée d'un ordinateur dans le foyer de chaque Américain, c'est vraiment de la bullshit. Les mecs pensaient vraiment ça. Alors, en 84, Steve Jobs rencontre François Mitterrand. Ouais, le choc. Et François Mitterrand lui pose la question fatidique, « Mais pourquoi on n'a pas de Silicon Valley en France ?» Non, parce qu'il faut être très clair, hein, on n'a pas de Silicon Valley en France. On a eu plein de tentatives, Nice, Sofia, Antipolis, des technopoles dans tous les sens, mais on n'a pas de Silicon Valley en France. Bon. Les pays qui peuvent se targuer d'avoir une Silicon Valley, il y en a très peu. Hein. C'est l'Angleterre avec Silicon Fern à Cambridge, ARM, hein, qui fait toutes les puces de téléphone. C'est bien sûr donc les États-Unis, la Silicon Valley, c'est un petit peu Singapour, c'est Zhongguancun en Chine, c'est Skolkovo en Russie et encore. Mais bon, on peut en compter, disons, 3 de très sérieux, quoi. Et pour le reste, en termes de capital risque et en termes d'IPO qui ont fonctionné, quoi, parce que au bout d'un moment, c'est aussi ça qu'on regarde, la Silicon Valley reste le truc à part. D'ailleurs, la Silicon Valley attire 29% des investissements mondiaux dans les startups. 29. Paris, c'est 1,1. Donc, on ne peut pas dire que la France est une Silicon Valley à l'heure actuelle. Et il y a plein de raisons pour ça. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail, bien sûr, mais l'avantage, c'est que là, Steve Jobs, il les résume en 2 minutes, quoi. La bataille économique
aujourd'hui, ce n'est pas seulement exporter, c'est aussi reconvertir le paysage industriel, on le voit bien dans le cas de la sidérurgie, et attirer à cette fin des investissements étrangers. Un Américain a investi en France dans le domaine qui est le sien, celui des composants électroniques. Il a 29 ans et son nom appartient déjà à la légende dorée des réussites économiques américaines. Il s'appelle Steve Jobs et pour reprendre les termes du président Mitterrand qu'il a rencontré en Californie et qui parlait de lui dans sa dernière conférence de presse, il est le fondateur de la firme Apple qui représente des centaines de millions de dollars. Jean-Marc Illouz lui a demandé si la France se prêtait à des réussites comme la sienne. Il semble qu'en Europe, la recherche soit d'un bon niveau, mais les faiblesses viennent des applications concrètes, une étape qui est en elle-même une source d'innovation. Cela, je pense, vient d'un manque de sociétés prêtes à risquer pour entreprendre. Ce que nous appelons le développement, c'est rarement les grandes entreprises qui le font, c'est plus les petites ou les moyennes entreprises. Alors ce qu'il faut, c'est beaucoup de petites entreprises avec des étudiants doués, des capitaux à risque plus efficaces entre les mains du secteur privé, et aussi des champions que l'on prenne pour modèle en disant l'innovation c'est ça. Mais il y a quelque chose de plus subtil, c'est le facteur culturel. En Europe, l'échec c'est très grave. Si en sortant de l'université vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. Ce qu'il faut pour que l'industrie informatique se développe en Europe et en France, c'est une solide industrie du logiciel. Parce que le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90, de cette révolution informatique. Il faut des centaines de mini-entreprises de logiciels. Et la France pourrait dominer l'Europe dans le logiciel. Elle a les étudiants les plus brillants, une bonne maîtrise de la technologie. Ce que nous devons faire, c'est encourager les jeunes à créer des sociétés logicielles. Nous ne voulons pas mettre la main dessus. Le gouvernement ne doit pas non plus tenter de faire. Elles doivent appartenir à ceux qui prennent des risques. Ça fait mal, hein. Le mec, en 2 minutes, il a tout dit. Il y a des rapports et des livres blancs et des trucs entiers qui ont été écrits sur le sujet par un nombre incalculable d'administrations en France. Le gars, en 2 minutes, il a dit voilà vos problèmes. Bon, si vous les résolvez, vous serez leader. Et il le croyait, hein, parce qu'il a recruté beaucoup de Frenchies, Steve Jobs, notamment Jean-Louis Gasset, dont il avait fait son fondé de pouvoir en Europe, et Bertrand Serlet, qui est un des grands architectes de OS X. Hein. À chaque fois que vous utilisez OS X, un des architectes, c'était Bertrand Serlet, un Français. Et encore aujourd'hui, chez Tesla, par exemple, il y a beaucoup de Frenchies. Donc il le croyait. Et on aime les Frenchies dans la Silicon Valley, simplement. On aime uniquement les Frenchies qui ont le syndrome Lafayette. Le syndrome Lafayette, c'est t'es marquis en Europe, mais quand tu traverses l'Atlantique, t'es pas marquis, t'oublies. Ton titre de noblesse, jarte-le. Les Français qu'on déteste dans la Silicon Valley, c'est les X et les Centraliens qui arrivent en disant « j'ai fait l'X, donc tu baisses les yeux ». Voilà. Parce qu'en France, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je veux dire, j'ai fait l'X, donc j'ai un salaire supérieur au tien. C'est comme ça, il y a une grille, on est dans le CAC ou dans les cabinets ministériels. Et selon l'école que vous avez fait, vous êtes dans la noblesse d'État. N'oubliez jamais que la France n'a pas aboli les privilèges, elle les a simplement redistribués par concours. Ne riez pas, c'est pas censé être une vanne. Alors, en fait, il y a 3 grands messages dans ce... Pas besoin du micro, en fait. Ouais. Il y a 3 grands messages dans ce qu'il dit. Bon, le premier, il dit les applications concrètes. Hein, ne méprisez pas la recherche appliquée. Alors, voilà, bon, je suis affilié au CNRS. Quand j'ai créé ma société, il y a des mecs qui ont arrêté de me parler, en fait. Voilà, ça y est, le gars, il est passé du côté obscur de la force, c'est mal ce qu'il fait. Il y a une minorité de chercheurs qui pensent que la recherche appliquée, c'est pas de la recherche. Mais sincèrement, j'en ai entendu dire ça. Bon, on n'est pas responsable de la connerie des autres en même temps, mais le problème, c'est que cette minorité de poivre dans la soupe, elle peut flinguer votre industrie. Et c'est ce qui se passe, puisque autant en Allemagne, les docteurs entrepreneurs, c'est ultra respecté, et on a plein d'entreprises allemandes qui ont été fondées par des docteurs. Bah, Dr Oetker, hein, c'est tout con, mais il était vraiment chimiste. Hein. Il avait vraiment son doctorat en chimie, et il s'est dit, créer une boîte qui fait des flancs au départ, ça va être plus classe que d'être chercheur. L'application concrète de la recherche est très respectée en Allemagne. En France, on se fourvoie, quoi, et on est parfois poussé vers la sortie quand on fait de l'application concrète. Alors il y a bien sûr d'excellents cas contraires, par exemple Ilog à l'INRIA, qui est un très très beau cas.
Mais il y a une minorité de gens qui pensent que la recherche appliquée, c'est pas de la recherche. Ils me font en général particulièrement rire, mais ils existent. Et ils ne devraient pas me faire rire parce qu'ils détruisent des emplois. En France, la conversion recherche-emploi est très mauvaise. On a une excellente recherche fondamentale en France, et même en termes de performance, c'est-à-dire que budget découverte, le ratio budget découverte de la France, il est parmi le meilleur au monde et loin devant les Américains. C'est-à-dire que les Américains font beaucoup de découvertes, mais leur budget de recherche, il est sans commune mesure par chercheur, hein. Je ne parle pas dans l'absolu, je parle par tête de pipe, à celui de la France. Simplement, la conversion recherche-emploi, elle est naze. Par exemple, en France, on a été leader sur le pompage optique, donc une base du laser. Prix Nobel Alfred Kastler, 1967. Quand Alfred Kastler a découvert ça, il y avait une blague qui circulait dans certains labos du CNRS. Laser à quoi? Laser à rien. Histoire vraie. Hein. Et effectivement, la France n'exporte pas de laser. Elle a été leader mondial, elle n'exporte pas de laser. La France a été leader mondial sur les cristaux liquides. Prix Nobel Pierre-Gilles de Gênes, 1991. La France n'exporte pas d'écran plat. La France a été leader mondial sur la magnétorésistance géante qui sert à tous les disques durs extra plats, donc celui de ce téléphone, celui de tous les PC ici, etc., tous les disques durs SSD. Le SSD fonctionne grâce à une découverte faite par un Français, Albert Fert, prix Nobel 2007. La France n'exporte pas de disques durs. Parce que c'est vulgaire, ça, c'est un truc d'épicier. Et malheureusement, ça fait que la conversion recherche-emploi, elle est naze. Donc la France, si vous voulez, l'économie de la connaissance, c'est un peu comme le cycle de l'eau. Vous avez une évaporation, les nuages qui se forment, et les nuages, ce sont les découvertes. Mais la pluie du nuage, elle peut tomber ailleurs. Donc la France, elle évapore plein de nuages, pas de problème, mais la pluie de ces nuages, elle tombe en Corée du Sud. C'est les Coréens qui vendent les lasers, les disques durs et les écrans plats. Mais ce n'est pas eux qui les ont découverts. Donc déjà, quand il dit l'application concrète, c'est sérieux, là, il tape là où ça fait mal, parce qu'on a encore un vrai problème avec ça en France. Et quand je vous dis un vrai problème, c'est un vrai problème. Ensuite, il dit le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90. Quand même, hein, c'est osé ce qu'il raconte. Parce que comme je vous le disais à l'époque, pour IBM, il était impossible d'avoir une entreprise qui gagne de l'argent avec des logiciels. Puis il y a vraiment cette idée que le logiciel, c'est un truc qu'on écrit soi-même. Comment peut-on avoir un pétrole qu'on écrit soi-même? Ça n'a pas de sens. Et enfin, le plus gros message, c'est quoi? Le plus grand message de cette vidéo? L'échec. Chez vous, l'échec, c'est très grave. Si vous avez raté votre coup, vous êtes tricard à vie. C'est vrai. En France, on est interdit bancaire. Puis il y a le côté de la légitimité. Encore une fois, tu n'es pas légitime. Ne n'as-tu pas honte de revenir alors que tu as échoué? En France, il vaut mieux rien faire et ne pas échouer que de faire et d'échouer. Et on a une mentalité aussi bien à l'école, qui nous a rappelé à l'époque où il y avait des notes négatives aux dictées. Ça veut dire quoi une note négative? Ça veut dire, écoute, fais rien. Si tu n'avais rien fait, ça aurait été mieux. Mais c'est ça que ça veut dire. Et il y a des mecs qui étaient là, ouais, il faut mettre des notes négatives. C'est encourage totalement l'inaction. Ne fais rien. C'est mieux de pas se rater. Donc voilà. Évidemment, la Silicon Valley, il le dit, on passe son temps à échouer. La Silicon Valley, c'est un cimetière. C'est l'endroit où on échoue le plus. Et ils ont d'ailleurs un slogan, échoue souvent, échoue tôt. Fail early, fail often. C'est le grand slogan de la Silicon Valley. Ben oui, échoue souvent, parce que c'est comme ça qu'on avance. Échoue tôt, parce qu'il ne faut surtout pas mettre la poussière sous le tapis. Si on a échoué, il faut tout de suite se le dire. Et ça a été la grande erreur de Yahoo, hein, ce qui fait que Yahoo s'est effondré en race campagne cet été, a été racheté par Verizon, c'est que Yahoo n'a jamais voulu accepter son erreur face à Google. Et un autre qui n'a jamais voulu accepter son erreur, c'était AOL. Prenez l'affaire AOL contre Google. AOL, c'était pareil, c'était Dark Vador, c'était des milliards investis, tout le monde en parlait. Et à l'époque, Internet, les experts, c'est ce qui m'a toujours fait marrer, il y avait des experts, alors qu'Internet n'avait que 3 ans. Grosso modo, enfin, le World Wide Web n'avait que 3 ans. Il y avait des types déjà à Harvard qui écrivaient des essais en disant « Internet, vous comprenez, l'Américain moyen, il est un peu con-con, alors il faut lui mettre la bière là, les cacahuètes ici et le foot là, sinon il va être perdu. Et donc il faut des portails. Voilà. S'il n'y a pas de portail, le mec, il va être paumé. » Et puis Google arrive en disant « Non, mais c'est quoi ces conneries de portail? Moi, j'ai pas envie de voir la météo et puis les news quand je me connecte. Je veux une barre de recherche, ting, sur fond blanc, et puis c'est tout. Et après, je vais droit vers ce que je veux. » Et ben non, tous les experts disaient, les manuels disaient non, il faut des portails. Alors, versons une larme pour tous les portails morts au combat. AOL, AltaVista, Lycos, Kaiku, Yahoo au début. Yahoo, jusqu'à sa mort, son rachat par Verizon, il continuait à vous mettre la météo sur la page d'accueil plus des news. Parce que pour eux, c'était comme ça qu'il fallait faire. Ils ne comprenaient pas que l'utilisateur, il veut un truc clean, blanc, et choisir lui-même ce qu'il veut voir. Il ne veut pas qu'on lui mette des contenus qui vont le distraire. Et ils ont tout à fait raison dans ce sens-là, Google, parce qu'il y a vraiment cette idée que sur le nombre de milliards de recherches qui sont faites par jour,
eh bien gagner un milliseconde ou un centième de seconde sur pas perdre son temps avec la météo, etc., eh bien ça fluidifie l'interface, ça vous dirige directement vers les pubs ciblées de Google alors que les pubs de Yahoo n'étaient pas ciblées. Évidemment, les pubs de Google, elles arrivent après la recherche. Les pubs de Yahoo, elles arrivent avant la recherche. Bon, Yahoo n'a pas voulu accepter cette erreur, ils sont morts. S'il vous plaît, Ouais. je peux vous interrompre. Ah bien sûr. Sur recherche-emploi, parce Ouais. que ça m'interpelle quand même. Il n'y a pas que vous. Hein. Et à qui la faute? Parce qu'on entend que, en fait, ce sont des mini-entreprises, des mini-entrepreneurs, une multitude de mini-entrepreneurs qui doivent porter toute cette recherche et la développer. Est-ce que c'est en France, est-ce que c'est puisque des personnes qui ont envie de développer leur entreprise, il y en a, alors est-ce que c'est de la faute parce qu'il n'y a pas de capital risque, ou ils n'osent pas? Est-ce que c'est de la faute des chercheurs, de la responsabilité des chercheurs? D'où est la responsabilité en Alors France? moi je suis un structuraliste, c'est-à-dire que moi quand je pense responsabilité, je pense structure. Et la structure actuelle donne zéro promotion à ça. C'est-à-dire que chercheur-entrepreneur, c'est carrément c'est griller sa carrière. Voilà, c'est pas compliqué. Moi je suis chercheur-entrepreneur, il y a des chercheurs qui disent il est plus chercheur. Il crée des boîtes, il ne fait pas de la recherche. Et je fais de la recherche appliquée, essentiellement. C'est-à-dire que je fais de la recherche en logiciel, sur la neuroergonomie logicielle, appliquée avec des produits qui vont sortir. Bah ça, pour eux, ce n'est pas de la recherche. Bon. Alors, pas pour eux, encore une fois, mais c'est-à-dire que pour la structure qui récompense, qui dit qui sont les bons et qui sont les mauvais, c'est pas... Donc notre structure de recherche, elle est totalement inadaptée à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'elle le décourage et elle le punit, elle le sanctionne. C'est pas qu'elle le décourage, c'est qu'elle le sanctionne. Si vous êtes sanctionné, vous allez devoir aller contre la structure si vous voulez créer une entreprise. Alors, ce n'est pas ce qui est écrit sur le papier, mais moi, je vous parle d'expérience. Hein. Vous allez devoir aller contre la structure, contre vos pairs, si vous voulez créer une société à partir de vos recherches. Et bon, alors, est-ce que ça vient de croyances? Est-ce que ça vient de la fameuse phrase de Napoléon, les Anglais sont un peuple d'épiciers, hein, sont des commerçants, Burke, c'est ça le commerce. Ça a énormément structuré notre élite républicaine. Hein. Je veux dire, les HEC, on les appelait les épiciers. Voilà. Ils n'étaient pas foutus de servir l'État. Donc, est-ce que ça vient de là? Ça, bien malin qui saurait le dire, mais il y a effectivement une structure qui s'est créée pour considérer que le commerce, c'est sale. Et qu'il y a plus noble que ça, et en particulier, donc, servir l'État. Et bon, voilà, c'est les structures, encore une fois. Moi, je suis un structuraliste libertarien, c'est comme ça que je vois les choses. Mais, ouais. Plus fort pour qu'on puisse entendre, si possible. Voilà, donc il y a aussi le fait que le succès est en général en France découragé. C'est-à-dire que, effectivement, ce que m'avait dit un Américain, quand on se balade dans la Silicon Valley et qu'on voit quelqu'un conduire une Tesla, on se dit tiens, je vais travailler dur pour me l'acheter. En France, on la raye. C'est une réalité. Bon, encore une fois, je ne suis pas là pour vous parler des structures sociales qui pèsent sur nous, mais c'est un cas intéressant, je suis d'accord. Et le fait est que si on veut voir le bon côté des choses, la recherche française est exceptionnelle. Je ne plaisante pas. En termes de budget découverte, l'efficacité par budget découverte est monstrueuse. Ah non, quand on regarde les chiffres, hein, quand on regarde le coût d'une publication française versus le coût d'une publication américaine, c'est quasiment du x10. Donc l'efficacité budgétaire de la recherche française est exceptionnelle. Par contre, aucune retombée économique. Et ça, c'est vraiment dramatique. Alors, de quoi d'autre je voulais vous parler? Oui, Failorly. Donc l'échec, c'est très grave. En France, quand on a raté son coup, on est tricard à vie, alors qu'aux États-Unis, on recommence, on recommence, on recommence. Et le meilleur exemple de cette persévérance dans l'échec, c'est peut-être Airbnb. Vous savez pourquoi ça s'appelle R? Déjà, pourquoi il y a R dans Airbnb? Qu'est-ce que R vient foutre là-dedans? Vous n'avez jamais posé la question? En fait, Airbnb, ça a été créé à San Francisco, ville de congrès. Et ville de congrès signifie que les hôtels sont pleins 8-9 fois par an. C'est vrai que l'immobilier à San Francisco, c'est du délire total. Là, j'en reviens, on est passé à 1 000 $ les 10 mètres carrés à la location. Donc 40 mètres carrés, 4 000 $, ça c'est fait. Et d'ailleurs, ça pose de vrais problèmes sociologiques. Il y a énormément de sans-abri à San Francisco, alors que c'est une zone super riche. Enfin, bon, ils ont des problèmes aujourd'hui. Alors qu'avant, le garage que vous avez vu, c'est justement parce que l'immobilier était pas cher que tous les entrepreneurs y venaient. Bon. Mais donc les gens se disent, ce sont 2 étudiants en design de San Francisco qui se disent on va sous-louer notre salon. Et on va sous-louer un matelas pneumatique, un airbed. Mais comme le airbed c'est le degré zéro du confort, eh bien, on va partager les œufs et le bacon, on n'est pas des bêtes. Et donc il fait un concept airbed and breakfast. Voilà. Et ça marche plutôt bien entre potes, très bien, mais dès qu'ils veulent lever des fonds,
on a une super idée, des inconnus vont venir vivre chez vous. Bon, bah, chez vous, le venture capitaliste, chez lui, c'est un penthouse au dernier étage avec une clé séparée pour l'ascenseur. Il se voit mal la lâcher à un inconnu, on est d'accord. Donc le concept marche pas, quoi. Et ils ont tellement zéro crédibilité qu'un jour, ils sont à un petit déj avec un investisseur qui se barre en plein milieu en laissant son verre de smoothie à moitié vide. Il se casse, le type, sans rien dire. Il se lève, il les regarde, il s'en va. Et ils diront, on a vraiment cru pendant 15 minutes que le type était allé mettre de l'argent dans le parc-mètre. Et alors, ridicule. Ridicule. Et ils vont s'endetter, ils vont prendre des cartes crédit américaines, vous savez, avec des taux à 20%, là, le truc, coup du lapin, mais bon, ils vont s'endetter et ça ne marchera toujours pas. Alors, juste avant de mettre la boîte en faillite, ils disent on va faire le coup de la dernière chance, on va faire des produits dérivés. Alors, des produits dérivés du concept Airbed and Breakfast, bah, on pourrait faire des airbeds en plastique, mais on n'a plus l'argent. Alors, on va faire des boîtes de céréales, on va partir sur le breakfast. Et donc, ils impriment des boîtes de céréales avec la tronche de Barack Obama et la tronche de John McCain. On est en pleine campagne de 2008 pour faire le buzz. Et sans mauvais jeu de mots par rapport à la boîte, ça va cartonner. Ils vont les vendre 40 $ pièce. 40 $ pièce. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça. Parce que là, l'étude de faisabilité, le business model, je veux dire, ça fait longtemps qu'on aurait... Bon. 40 $ pièce, ils vont en vendre plus de 800. Alors ça ne va pas rembourser leur crédit, mais ça va leur redonner confiance en eux. Alors ils vont revoir des investisseurs. On a une super idée, des inconnus vont venir vivre chez vous. Bah, écoutez les mecs, moi j'ai du boulot, alors si vous n'avez pas d'autres arguments à faire valoir, la porte c'est par là. Si, on a d'autres arguments, on a fait des boîtes de céréales. Hein, quoi? Mais ça me dit quelque chose, ça. J'en ai entendu parler dans le San Francisco Chronicle. Vous en avez vendu combien déjà? 800 monsieur. Ah 800, brave petit, t'as fait 1000 $ de marge, c'est ça? Non, on a fait 32 000 de chiffre d'affaires. Tu te fous de moi, vous les avez vendus 40 $ pièce? Ben ouais, regardez les bons de commande, regardez les reçus fiscaux. Alors là, l'investisseur reste devant la boîte pendant 1 minute, hein, sans rien dire. Et évidemment, ils la bouclent, ils se sont fait jeter de partout. Donc bon. Et là, il pose la boîte et il prononce cette phrase historique. Écoutez les mecs, votre projet, j'y crois pas du tout. Par contre, évidemment, si vous me dites que vous êtes capable de vendre 40 $ des boîtes qui valent 2,50, mais évidemment que j'investis. Et les fondateurs diront dans la vie, il faut savoir être un céréal entrepreneur. Parce que vous êtes un céréal entrepreneur quand vous êtes prêt à imprimer des putains de boîtes de céréales pour financer votre projet. Et il est clair que c'est ça la différence entre, disons, de l'investissement à la française. Prenons le cas de Pierre Omidyar. Pierre Omidyar, fondateur de eBay. Français. Pierre Omidyar, il est français. Il arrive en France, il dit « je veux faire des enchères en ligne ». Bon, les mecs lui disent « écoute mec, j'ai pas de temps à perdre ». Et au bout d'un moment, quand finalement il arrive à les convaincre, il devient victime du syndrome du bout en train. Ça, c'est une théorie de Serge Soudoplatov. Vous savez ce que c'est qu'un bout en train en vrai? C'est quoi? Voilà, c'est un cheval, en général un poney, qui est là pour, en gros, la jument, il faut la chauffer pour la reproduire. Mais les talons, il n'a pas que ça à foutre non plus. Alors, on lui met un petit poney là, qui va travailler la jument pendant 2-3 heures. Et ensuite, dès que la jument est prête, on amène les talons. Et comme dit Serge avec une grande finesse russo-bretonne, le poney n'a plus que ses sabots pour se terminer. Et ça arrive pour les startups. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes une startup, vous allez voir, je sais pas moi, Capgemini, non, vous allez voir un client final. Et vous dites, ouais, j'ai cette idée, voilà, je vais vous faire ça. Bah, le client fait, c'est super. Et puis il ne vous rappelle jamais, il téléphone à Capgemini, il leur dit, tu me fais ça. Le syndrome du bout en train, ça arrive très souvent. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre Omidyar. C'est-à-dire que Pierre Omidyar, il arrive en France, il dit, je vais faire des enchères en ligne. Bon, il se bat pour convaincre la jument que les enchères en ligne, c'est une bonne idée. Et une fois que la jument est convaincue, elle dit, ah, mais c'est très bien, mais vous n'avez pas fait Polytechnique. Alors je vais prendre un X. Kosciusko-Morizet, Price Minister. Et Pierre Omidyar dira, allez tous vous faire foutre, je pars aux États-Unis. eBay. Donc ça, c'est l'autre problème. C'est-à-dire qu'en France, en général, que ce soit institutionnel, surtout sur les institutionnels, mais aussi dans le privé, mais vraiment surtout sur les financements fléchés d'État, le CV est décisif. C'est vraiment sur le CV qu'on investit. Aux États-Unis, c'est sur le projet. Le CV de Steve Jobs, le mec, il avait 6 mois d'auditeur libre en calligraphie à Reeds College. Et Mike Markula, qui était un ancien de Fairchild Semiconductor, lui a mis 500 000 $ upfront, comme ça.
Son CV, il n'y avait rien dedans. Et Steve Wozniak finissait une licence. Il la finissait. Et Bill Gates, pareil, finissait sa licence. Il n'a jamais fini. Donc les CV, les gars qui auraient voulu investir sur les CV dans la Silicon Valley, ils seraient allés nulle part. Et c'est vrai la grande différence. Comme en France, on est légitimiste, est-ce que tu as les bons diplômes? Alors, ah, lui, c'est un X, c'est bien, il faut investir dedans. Puis ça pourra me permettre de parler dans les dîners mondains, j'ai un X sur lequel j'ai investi. Et il est clair que les investissements étatiques sont encore plus fléchés comme ça. Parce que les cabinets sont déjà fléchés comme ça dans les ministères. Donc il est évident que les investissements étatiques vont être fléchés de la même façon. Pourquoi les fondateurs d'Airbnb ont réussi là où les majors d'Harvard ont échoué? Ben, ils le disent très bien eux-mêmes. Le major d'Harvard, quand il s'est pris une claque, 2 claques, 3 claques, ben, il va chez Google. Il est major d'Harvard. On lui fait des propals à 350 000 $ annuels. Qu'est-ce qu'il va s'emmerder à faire une petite start-up? Alors que le mec d'Airbnb qui n'a pas de diplôme, c'est ça ou la mort. C'est son bébé le truc. Donc il est hors de question qu'il aille filer chez IBM avec un bon poste de cadre. Il n'a pas le choix. Donc sa capacité de persévérance à lui, en assumant que 1, il n'a pas le choix et que 2, il adore ça, fait qu'il va persévérer bien au-delà du major d'Harvard qui est déjà parti dans une grosse boîte depuis longtemps, parce qu'il avait le choix. Et c'est pour ça que les mecs qui créent des boîtes dans la Silicon Valley, c'est tous des mavericks complètement hors catégorie et hors case, parce qu'eux ont persévéré plus que les autres. Alors, voilà pour la fameuse présentation de Steve Jobs qui vaut de l'or, vous la trouvez sur YouTube. Comme je vous disais, l'économie de la connaissance, on va encore prendre un peu de recul, cela dit, on y est déjà. C'était ça mon grand propos. J'ai voulu faire des cas un peu appliqués, mais revenons à l'idée que l'économie de la connaissance est un phénomène mondial, global, et qu'on est déjà en plein dedans. Parce que je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de me croire quand je vous dis que la connaissance, ça rapporte plus que le pétrole, mais vous pouvez croire Barack Obama. J'aime beaucoup cette photo parce que là, on voit vraiment le langage corporel. On va dézoomer un peu. Donc, là, il y a Barack Obama, et il y a un type qui se demande ce qu'il fout là. C'est-à-dire que le langage, on voit, bon, lui, il est chez lui. Hein, donc, mais là, qu'est-ce que je fous dans ce grand bureau, quoi? Et il ne devrait pas être comme ça, ce monsieur, parce que c'est Steven Chu, secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique. Première administration Obama. Plus maintenant. Il a été remplacé par Ernest Moniz. Mais ce mec, d'habitude, le secrétaire à l'énergie, c'est un vieux briscard du renseignement ou du pétrole. Donc entendez par là un expert en assassinat, corruption, Krav Maga et renversement de gouvernement. L'industrie du pétrole étant ce qu'elle est. Mais, petite anecdote. Ah, mais c'est enregistré. Ah si, je vais la faire quand même. Charles Pasqua. J'adore ce mec. Parce que patron du service d'action civique. Moi j'adore. Service d'action civique. Mais le nom, action civique. Quand on ne connaît pas, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils font traverser des vieilles dames? Comment ça se passe? Et je crois que c'est au Sénat. Je ne sais plus si c'était au Sénat ou dans une autre situation. Il y a un journaliste qui lui dit il faut rouvrir l'affaire Total Elfina. Et Pasqua dit non. Et le journaliste dit si, il faut rouvrir l'affaire Total Elfina, qui était réputée détenir la caisse noire du RPR dans sa double comptabilité quand même. Hein. Il y a du lourd. Bon. Il faut rouvrir l'affaire Total Elfina. Non, on ne peut pas. Bon. Il y a un juge qui passe ou un procureur, il dit bon, vous allez vous prendre une commission rogatoire par le coin de la tronche, vous allez voir que c'est possible de la rouvrir cette affaire. Et là, Pasqua répond tranquille, on ne peut pas rouvrir l'affaire Total Elfina parce que dedans il y a de quoi faire sauter 17 fois la République. Devant témoins. C'est enregistré, il y a des témoins qui l'ont confirmé, quoi. Alors ça c'est avec des témoins, la légende veut que Dick Cheney aurait entendu parler de ça, alors ça c'est qu'une légende, hein. Et qu'il a dit, pauvre, vous êtes des amateurs, parce que dans l'affaire ConocoPhilips, il y a de quoi faire sauter 37 fois l'État fédéral. Et à mon avis, si c'est pas tout à fait une légende, quoi. Dans le sens, il aurait bien été du genre à dire ce genre de truc. Ouais, l'industrie du pétrole, la géopolitique du pétrole, c'est un vaste sujet, quoi. Bon. Qu'on va refermer aussi vite qu'on l'a ouvert, bien entendu, parce que c'est pas le débat aujourd'hui. Mais d'habitude, donc, le secrétaire à l'énergie, il est encore plus à l'aise que le président, là. On ne le voit pas tout comme ça, hein. C'est Dark Vador, le gars. Et là, non, parce que Steven Chu, en fait, c'est un geek. Obama a nommé secrétaire à l'énergie un geek qui n'y connaît rien en hydrocarbures, mais rien de chez rien. Bon. Et par contre, il s'y connaît en énergie. C'est un prix Nobel de physique. D'ailleurs, il a partagé le prix Nobel avec un Français sur l'utilisation des lasers pour le refroidissement d'atomes. Et alors, vous n'auriez pas vu Claude Cohen-Tanouji, le co-récipiendaire, devenir ministre en France. Il ne faut pas déconner non plus. Mais aux États-Unis,
effectivement, il le bombarde, cash, ministre de l'énergie, en disant voilà, l'avenir énergétique des États-Unis d'Amérique, ça dépendra de la connaissance et pas des hydrocarbures. Et ça a été analysé à l'époque comme un tournant majeur dans les administrations suivantes. Alors, encore une fois, vous allez me dire, oui, c'est peut-être un peu anecdotique, même si en général, il ne se passe rien d'anecdotique à la Maison-Blanche, on est d'accord. Mais bon, en quoi ça m'impacte, quoi. Alors, si vous ne me croyez toujours pas, vous pouvez croire à la Corée du Sud. Le pays qui démontre le succès phénoménal de l'économie de la connaissance, c'est la Corée du Sud. Les Coréens, aujourd'hui, ils exportent plus que la Russie. 20% de plus. Corée, Russie. Alors qu'ils ont 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoire. Les Russes, ils ont tout. Pétrole, gaz naturel, strontium, bauxite, thorium, diamant, platine, mannequin, tout ce qu'il faut. Pas super mal celle-là, surtout sur la vanne, sur le droit de vote des femmes. Okay, on va dire que le machomètre, il va rester là. Bon, comment les Coréens peuvent exporter plus que les Russes avec tout ça? Les Russes, c'est le pays béni des dieux. Ils ont les plus grosses réserves naturelles, les plus grosses réserves minières, tout secteur confondu au monde, peut-être à égalité avec la République démocratique du Congo, quoi. Mais les Russes, s'ils mettaient sur le marché tout ce qu'ils ont, d'ailleurs, c'est eux qui ont inventé les monnaies platine. Parce qu'en fait, l'idée, c'était que c'est eux qui ont toujours les plus grosses réserves de platine au monde. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va bien foutre de ce métal? Bah tiens, frappons des monnaies avec. Histoire vraie. Donc, avec tout ça, sans compter leurs réserves de pétrole et de gaz naturel, ils exportent moins que la Corée du Sud, qui n'a rien. Les réserves naturelles de la Corée du Sud, c'est 0. Le seul avantage géologique de la Corée du Sud, c'est un accès à la mer de Chine. C'est-à-dire une mer qui partage avec les Japonais, les Chinois et les Russes. Et je vous garantis que ce n'est pas eux qui gagnent. Et malgré ça, ils exportent 20% de plus que les... Comment c'est possible? Que vendent les Coréens? Des écrans plats, des téléphones, des systèmes de guidage satellite, des moteurs d'avion, des bateaux. Premier armateur mondial. Premier armateur. Les mecs, ils sortent d'une guerre dévastatrice. Ils ont le PIB par habitant de la Somalie. Et ils se disent, on va devenir meilleur que les Danois ou les Grecs qui font ça depuis 300 ans. Bah ouais, pas de problème. Alors les Coréens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la confiance en eux, de leur esprit d'entreprise, est juste gigantesque. Je peux vous citer un exemple. J'étais à Séoul il y a 2 ans. Séoul, c'est la ville au monde qui a le plus de coffee shops par habitant. Donc il y a des Starbucks, des machins. Et des coffee girls. Je vois que tu es bien renseigné. Là. Il y a un vrai dossier. Annyeonghaseyo. Et oui, ça veut dire bonjour en coréen. C'est un peu le seul mot que je sais dire, mais ça fait toujours un peu classe quand on le drop comme ça. Et donc, du Starbucks, du machin. Ils ont 5 marques avec des consonances européennes. Il y a Paris Baguette, Paris Croissant, et tous les jours, en français dans le texte, à chaque fois. Et en alphabet et tout, européen. Et puis 2 ou 3 autres marques avec des noms italiens. Les Coréens savent que ça appartient tout ça à des conglomérats coréens, mais ils y vont quand même. Ils savent que Paris Baguette, c'est coréen, que c'est un Coréen qui a créé ça. Bon, ils y vont quand même. Ah, la brioche dorée, ça dit, c'est génial, on va faire la culbute. Nous, on est les vrais, on est français, donc on va y aller. Et puis... Alors ça peut marcher. Hein. Dans le Golfe, par exemple, j'ai vu le cas d'un parfum qui se vend, qui s'appelle Eau de Dunkerque. C'est assez magnifique. Mais bon... donc la brioche dorée y va, évidemment les mecs ça a fait un beat total, ils sont partis avec leur poids en bibimbap, ça a été un échec absolu, parce que les Coréens, si c'est coréen, ils y vont. Ils ont une mentalité d'insulaire, hein. C'est une île techniquement, dans la mesure où la frontière avec la Corée du Nord est fermée, c'est une île. Bon. Et Paris Baguette a ouvert à Paris. Et c'est rentable. Donc dans la catégorie vendre de la neige aux Esquimaux, vendre du sable à un Bédouin ou vendre de la baguette à un Parisien, pas de problème, les Coréens ils font ça. Donc évidemment, l'idée de devenir meilleur armateur que les Danois, pas de problème, hein. Ça c'est au petit-déj. Alors, ils ont eu un ministère de l'économie de la connaissance, en fait. C'est le seul pays au monde à avoir eu un ministère de l'économie de la connaissance qui aujourd'hui a fusionné avec le ministère de l'économie tout court. Pourquoi? Parce que les Coréens se sont dit, mais ça sert à rien de dire ministère de l'économie de la connaissance, on fait que ça. On fait rien d'autre de toute façon. Toute notre économie, c'est de la connaissance. Il n'y en a pas d'autre secteur. Et d'ailleurs, détail glauque, la prostitution en Corée est supérieure à l'agriculture et à la pêche. Pour vous dire que le côté matériel, il est faible dans le PIB coréen, quoi. Ou alors le côté prostitution est grand, mais bon, ça c'est un autre débat.
Les Coréens sont partis, donc, comme je vous le disais, du PIB par habitant de la Somalie pour arriver au PIB par habitant du Luxembourg, aujourd'hui à Busan. 80-82 000 dollars par habitant et par an. Et comment? Je veux dire, les prospectivistes de la Banque mondiale, quand la Corée du Sud est sortie de la guerre de Corée, ils se disaient, la Corée, on leur larguera encore des sacs de riz par hélicoptère en 2008, quoi. C'était... Et à la même époque, il y avait un autre pays qui devenait indépendant, c'était le Maroc. Et la Banque mondiale disait, le Maroc, avec les réserves de phosphate qu'ils ont, ça va bien se passer. C'est-à-dire, en 2008, c'est les Marocains qui prendront leurs vacances en France, et nous, on leur servira des petits fours, parce qu'ils seront pleins aux as, les mecs, quoi. À la séoudienne, en gros. Bon, bah, c'est pas le cas. Par contre, les Coréens, oui, ils ont un pouvoir d'achat supérieur aux Français maintenant, alors que c'était la Somalie en 58. L'économie de la connaissance. Alors, quand ce ministère de l'économie de la connaissance veut faire de la robotique une grande cause nationale, il ne fait pas des manuels scolaires, ça fait chier tout le monde, ça. Il fait un parc d'attractions, Roboland. Donc vous voyez la mascotte ici, Hubo Einstein. Et j'adore parce que Einstein, il n'est pas coréen. C'est ça la capacité de muter. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une exception culturelle coréenne? Ça fait mal, ça. Les Coréens ne seront pas du tout là à vous dire « Ouais, on a une exception culturelle à défendre, donc si on prend une mascotte de notre parc d'attractions national, on va prendre un Coréen. » Rien à foutre. On prend ce qui marche. On prend ce qu'il y a de mieux, on prend ce qui marche. Si ce qu'il y a de mieux n'est pas coréen, pas de problème, je parle dans les investissements. Parce qu'au passage, je vous ai parlé de Paris Baguette. Eric Kaiser, il a réussi à... Vous connaissez Eric Kaiser? Le roi de la baguette français. Lui, il n'a pas fait comme la brioche dorée, il n'est pas parti sur des pâtes surgelées. Ça, Paris Baguette le faisait déjà. Bon. Bah, Eric Kaiser, lui, il cartonne en Corée. Parce que quand même, le Coréen a cette idée qu'on prend ce qu'il y a de mieux, où que ça se trouve, mais je ne sais pas combien de temps il va cartonner. Parce que le Coréen, c'est, oui, si ce qu'il y a de mieux n'est pas coréen, on va quand même essayer de faire en sorte que ce qu'il y a de mieux soit coréen dans 5 ans. Ça reste une vraie mentalité coréenne. Alors, pourquoi Barack Obama a nommé Steven Chu secrétaire à l'énergie et pourquoi les Coréens ont eu un ministère de l'économie de la connaissance? Eh bien, parce que première propriété de la connaissance, elle est prolifique. Comme les lapins, elle se reproduit vite. Elle explose. La connaissance mondiale double tous les 7 à 9 ans. Comment on calcule ce chiffre? C'est très simple, on fait la liste des problèmes résolus, tous secteurs confondus. Voilà. On prend les problèmes qui étaient ouverts et les problèmes qui sont résolus. Et cette liste des problèmes qui furent ouverts et qui sont résolus, elle a tendance à doubler tous les 7 à 9 ans. Alors encore une fois, c'est une règle un peu générale, quoi, mais pas très précise. C'est pour ça que je dis entre 7 et 9. Alors le temps de doublement des publications scientifiques en Chine, c'est 5 ans par exemple, mais une publication scientifique ne représente pas forcément une nouvelle connaissance. Donc la règle admise aujourd'hui en économie des savoirs, c'est que le temps de doublement est autour de 7 à 9 ans. Voilà. Et c'est sans doute beaucoup plus proche de 7 que de 9, hein, même aujourd'hui, parce que ça s'accélère. Évidemment, la connaissance mondiale n'a pas pu doubler tous les 9 ans depuis 5000 ans. C'est récent, ce temps de doublement. Du temps de la révolution industrielle, on était vers un temps de doublement autour de 30 ans, quoi. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on était vers 15 ans. Et aujourd'hui, donc, on est passé sous les 10 ans avec l'émergence du World Wide Web. Et maintenant, on est beaucoup plus proche de 7 ans et on se rapproche de 5. Alors, encore une fois, ce n'est que la quantité, ce n'est pas la qualité. Parce que quand on compte les problèmes résolus, on compte problème par problème, mais on n'a pas la profondeur. Par exemple, dans la liste des problèmes mondiaux, savoir fabriquer une Tesla, ça compte peut-être comme 100 problèmes résolus. Savoir guérir du sida, ça compte peut-être comme 5 problèmes résolus. Donc on n'a pas du tout la qualité, on n'a que la quantité. Que la qualité, on ne sait pas la mesurer. Mais en quantité, la connaissance mondiale double tous les 7 à 9 ans. Alors, pas besoin d'être expert en logistique pour savoir que si vous produisez un bien exponentiellement et que vous le livrez linéairement, vous avez un gros problème. Si vous produisez du blé exponentiellement et que pour le livrer à vos clients, vous avez une départementale, et bien à la fin de la journée, vous allez avoir un embouteillage monstre et une pile de blé non livrée qui pourrit sur place. Alors la connaissance, ça pourrit pas, mais aujourd'hui, on produit beaucoup plus de savoir qu'on ne peut en transmettre. On a atteint un niveau de saturation où la baignoire se remplit beaucoup plus vite qu'elle ne se vide. Parce que pour transmettre de la connaissance plus vite, il faut que je parle plus. C'est pour ça que j'ai fait plein d'APM, bon, je fais des vidéos. Mais c'est linéaire. La seule façon de télécharger plus de connaissances, c'est de regarder plus de contenu. Et pendant ce temps-là, la connaissance mondiale ne fait qu'exploser. Donc vous avez une production exponentielle et une distribution linéaire. Choc. Donc il faut trouver une solution à ça. Il faut trouver un moyen de distribuer la connaissance plus rapidement.
La deuxième propriété de la connaissance, elle est très bien illustrée par ce monsieur. Ce monsieur est un héros. Vous me direz, il en a l'air. Ce monsieur a créé un des 7 sites les plus visités au monde, et malgré ce que la photo pourrait laisser penser, ce n'est pas du tout un site porno. Alors, évidemment, ça c'est un extrait de mon cours de Centrale. Et chaque année, dans un amphi de 500, ça rate pas. Il y en a un qui me fait « Eh, je la connais, elle !» Et là, je suis quand même obligé de dire qu'au départ, c'est 2 actrices porno, les nanas. Bon, c'est con, l'élève, je ne le revois plus après. Alors, ce monsieur, au départ, il est entrepreneur du porno. Il crée un site qui s'appelle bomis.com, qui marche bien, qui le rend riche. Et puis, à 37 ans ou 39 ans, hypertension artérielle, dépression nerveuse, faut pas croire, ça use comme industrie. Il se dit, j'arrête tout. Voilà, ulcère à l'estomac. Ou bien je me flingue, ou bien je me jette du haut du Golden Gate, ou bien je change totalement de métier. Et effectivement, il va changer, mais totalement de métier. Il va rester sur Internet. Il va faire un service sur Internet qui va devenir top 7 mondial. Et aujourd'hui, ce service est tellement essentiel qu'on n'imagine même plus le web sans lui. Devinez. Wikipédia. Je vous présente Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Vous le reconnaîtrez mieux sur cette image, il a l'air plus digne tout de suite. L'histoire de Wikipédia, c'est ça. Alors, c'est pas une histoire nouvelle. Hein. Quand Gutenberg a réinventé l'imprimerie, il imprimait des bibles, le mec. Donc déjà, erreur. Je veux dire, le moine copiste, c'est sa vie de d'écrire des bibles. Vous arrivez, vous dites, t'as plus besoin de les écrire. Tu vois. Je sais pas, c'est peut-être comme ça que la chartreuse a été inventée après. Je spécule. Mais ça ne se vendait pas. Et puis les Vénitiens ont récupéré la techno. Et puis qu'est-ce qu'ils ont imprimé avec? L'Érotomachon, un bouquin de cul. Ça s'est diffusé dans toute l'Europe. Histoire vraie. Et un autre cas, c'est, vous vous rappelez Betamax VHS? Betamax, c'était la technologie de bande magnétique de Sony. Elle était meilleure. C'est pas compliqué. Betamax était meilleure que VHS sur tout. Meilleure qualité d'image. Elle était écrite sur les 2 côtés de la bande. Donc on avait plus de contenu par ce qui permettait d'avoir une image de meilleure qualité par bande. Les cassettes étaient plus petites. Elles étaient plus fiables. Elles étaient moins chères. Il n'y avait juste aucune raison que VHS soit adopté. Sauf que quand on a demandé au patron de Sony, « Eh, vous allez faire du cul sur votre Betamax ?» Ah non, jamais. Qui a été adopté le plus vite à votre avis? Histoire vraie aussi, hein, c'est enseigné dans les manuels de management sur l'adoption des technologies. Alors je sais, ça paraît glauque, mais c'est la réalité, quoi. C'est Internet, le Minitel, soyons sérieux. Alors, pourquoi ça n'aurait jamais pu arriver en France? Parce que dans un pays légitimo-légitimiste comme la France, je suis entrepreneur du porno, tiens, si j'allais concurrencer l'Encyclopédia Universalis pour voir. Bon voilà, je veux dire, vous avez compris que c'est pas le genre de truc qui a tendance à arriver, quoi. Le mec, on lui aurait demandé, bon, t'es professeur à la Sorbonne ou pas? Non, c'est pas tellement l'ambiance. Bon. Mais aux États-Unis, la culture du just do it, la légitimité, on n'en a absolument rien à foutre. Et donc, si ton service il marche, vas-y. Tu peux. Il y a un contre-exemple avec Xavier Niel. Mais voilà, il est souvent cité. Xavier Niel, petit 1, il s'est fait défoncer. Il faut être très très clair, le gars. Et petit 2, il a pris des procès, le mec. Il a un casier. Il s'est fait. Ils ont essayé de le tapiser en finesse, quoi. Et, il a pris cher. Bon. Et puis 2, il est passé du Minitel Rose au Minitel tout court. Bon. C'est pas, il n'a pas fait une encyclopédie collaborative en ligne et gratuite. Un projet philanthropique mondial. Mais c'est vrai. Il est souvent cité. Mais c'est toute proportion gardée, quoi, par rapport à... Et on voit, encore une fois, à la levée de bouclier qu'il y a eu, que le côté de légitimité était super important, quoi. Donc, Jimmy Wales, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il crée une encyclopédie qui, au départ, sans mauvais jeu de mots par rapport à son activité initiale, s'appelle Nupédia. Si. Et Nupédia, c'est une encyclopédie normale, en un sens. Elle est juste sur Internet. Elle est gratuite, elle est sur Internet. Mais il paye des gens pour écrire des articles. Donc, il utilise son argent pour payer des universitaires pour écrire des articles. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que les universitaires, ils prennent le chèque, mais ils se cassent après. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils mettent sur leur CV, les mecs? Je suis prof à Harvard et accessoirement, j'aide Marc Dorcel à faire son encyclopédie. Non.
Donc ça marche pas. Et au bout de 6 mois, le type, il a plus une thune et encore plus déprimé qu'avant. Ses anciens amis veulent plus lui parler parce qu'ils ont l'impression de se faire snober. Et là, il est encore plus déprimé qu'avant. Alors, au passage, à côté de ça, il y a un type qui faisait la même chose que Jimmy Wells et qui avait argent infini. Il pouvait payer tous les universitaires de la Terre à vie s'il voulait. Qui c'était? Qui c'est qui essayait de faire une encyclopédie digitale et qui était plein aux as? Bill Gates. C'était quoi le nom de l'encyclopédie? Encarta. Ah, à chaque fois que je parle d'Encarta, la réaction du public, c'est ah, ça veut dire que c'est 6 pieds sous terre le machin, c'est complètement mort. Encarta avait plus de moyens, plus d'expertise et plus de légitimité que Wikipédia, et ils sont morts. Pourquoi? Parce que l'innovation process, c'est pour les pauvres. Quand vous êtes Bill Gates, vous n'avez pas que ça à foutre, vous signez un chèque et vous dites au mec, fais-moi une encyclopédie et barre-toi. Quand vous êtes Jimmy Wells et que vous n'avez plus une thune, vous êtes obligé de remettre en cause totalement votre business model. Un ami à lui vient le voir et lui dit, écoute, il y a une technologie qui vient de sortir, ça s'appelle le wiki. Ce sont des pages collaboratives en ligne. C'est pas du tout Wikipédia qui a inventé le wiki. Hein. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir ton encyclopédie à tout le monde et puis les universitaires reliront parce qu'on n'est pas fou. Et puis là, Jimmy Wells, il se dit, mais c'est ridicule comme idée. C'est ridicule. Une encyclopédie où tout le monde peut écrire. Ça va à l'opposé de la tradition encyclopédique depuis 3000 ans. Mais bon, il n'a pas le choix, il n'a plus d'argent. Alors il fait, et là en 6 mois, 20 000 pages. Alors il dit aux académiques, barrez-vous, j'ai pas besoin de vous, je vais faire une encyclopédie collaborative en ligne. Et là, on passe de ridicule à quoi? Dangereux, levée de bouclier total. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Scholarpedia? Allez, levez la main ceux qui connaissent Scholarpedia. Voilà, donc ça vous donne une idée des parts de marché de Scholarpedia. Scholarpedia, c'est l'encyclopédie des universitaires aigris par le succès de Wikipédia. Donc ils ont fait une encyclopédie réservée aux universitaires, peer-reviewed, avec une revue par les pairs, des articles, donc il n'y a que les experts qui avaient le droit de faire la revue et tout. Cette encyclopédie, personne ne l'utilise, les universitaires les premiers ne l'utilisent pas. Et les mecs n'ont pas voulu accepter que leur dogme était faussé, quoi. Alors Wikipédia, bah oui, levée de bouclier, des enseignants qui diront mais enfin comment voulez-vous que Madame Michu édite la page physique quantique? Mais il va s'avérer que Madame Michu, elle ne va pas l'éditer la page, elle n'est pas conne. Et quand vous laissez justement les gens éditer les pages, bah, vous arrivez à une encyclopédie qui est beaucoup plus agile. Parce que c'est ça le sujet. En 2007, Nature a publié un article qui démontre que Wikipédia est plus fiable que l'Encyclopædia Britannica sur les publications scientifiques. Plus fiable. Évidemment, il y a des erreurs dans Wikipédia, mais il y avait des erreurs dans les encyclopédies aussi. Il ne faut pas croire que les encyclopédies détenaient la vérité. Il y a des encyclopédies qui marquaient que les noirs avaient un QI inférieur au blanc, parce que c'était la pensée de l'époque. Une encyclopédie, elle ne reflète que la pensée de l'époque. Et donc évidemment qu'il y a des erreurs dans Wikipédia, comme dans toute encyclopédie. Par contre, l'adaptabilité de Wikipédia est beaucoup plus grande. Rappelez-vous de ce dont j'ai parlé au début. L'Aniakea, ce fameux amas de galaxies là. Eh bien, l'Encyclopædia Universalis, par exemple, disons qu'elle est rééditée tous les 15 ans. La connaissance mondiale double tous les 7 ans. Vous rééditez tous les 15 ans. Donc, ça veut dire que tous les 15 ans, vous devez avoir 4 fois plus de volume. Du coup, payer 4 fois plus cher. Du coup, le client doit payer 4 fois plus cher aussi. Et votre business model, il est mort. Vous êtes sur un produit qui a une inflation x4 tous les 15 ans. C'est physiquement pas possible. Si vous restez sur l'encyclopédie papier, c'est mort. Et même Encarta. Encarta, c'était le CD-ROM. Bon, aujourd'hui, Wikipédia, ça serait quasiment la taille de la pièce en CD-ROM. Si vous preniez les CD-ROM sur la tranche. Si vous comptez 1 mm par CD-ROM et 500 mégas, ça va vous donner la taille de Wikipédia. Donc, c'était pas faire un support matériel pour une encyclopédie, c'était stupide. Parce que le monde matériel est fini et que le monde matériel, il est infini. Donc, essayer de faire rentrer un monde infini sur un support fini, c'était juste perdu d'avance. Et ça allait nécessiter effectivement de dire chaque année ce que faisait l'Encyclopædia Universalis, sortir des choses de son encyclopédie. Ce que Wikipédia ne fait pas, évidemment. Donc, petit 1, vous auriez une encyclopédie dont l'inflation est de x4 tous les 15 ans. Et petit 2, la réactivité. On vient de découvrir l'Aniakea en 2014. Imaginez que l'Encyclopædia Universalis vienne de rééditer. Eh bien, vous n'en entendrez parler dans l'Universalis que dans 15 ans. Dans Wikipédia, 48 heures. La messe est dite. Wikipédia était un système, un modèle d'affaires qui était parfaitement adapté en fait à l'ère du web, à l'ère de la collaboration, à cette renaissance 2.0. Et elle est adaptée même dans son histoire, puisqu'elle a été créée par un type qui avait zéro légitimité, comme Léonard de Vinci avait zéro légitimité à son époque. Il ne faut pas oublier que Léonard de Vinci n'a jamais été reconnu comme humaniste de son vivant.
Parce qu'il parlait ni latin ni grec. Et humaniste, ça voulait dire être helléniste et latiniste. Et lui, ni l'un ni l'autre. Et puis il n'avait pas fait d'études, Léonard. Aucun diplôme, et les diplômes existaient à l'époque. Et on pouvait être docteur. Et Léonard, c'était 0. Et Léonard écrira, quand il signait ses œuvres, « Je suis disciple de l'expérience », c'est tout. Alors que les autres signaient « Je suis machin, ayant étudié auprès de trucs, à l'université d'Oxford ». Léonard disait « Non, je suis disciple de l'expérience ». C'était sa seule signature. Donc, imposteur total à son époque, le mec. Donc, si on en revient à Wikipédia, ça démontre que la connaissance est collégiale. Qu'est-ce que ça veut dire collégial? Ça veut dire que la vérité est un miroir brisé et que chacun en possède un petit morceau. Et évidemment, comme on a un ego, on a tendance à croire que notre petit morceau de vérité représente le tout. Moi, je sais tout. Si je l'ignore, ça n'existe pas. Ça, c'est un biais qu'on peut retrouver en recherche, en médecine ou autre. Si je l'ignore, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister parce que je l'ignore. Ça, c'est l'ego. Également, comme on a un ego, on a tendance à croire que si on donne notre morceau de vérité, on va perdre en statut social. Hein, ça, c'est le syndrome du hiérophante, qui veut fermer la connaissance, qui veut fermer la science. Ça, c'est un problème de l'ego humain aussi. Et comme on a un ego toujours, on a tendance à croire que notre morceau de vérité est plus important que celui du voisin, de toute façon. Pas seulement qu'il représente le tout, mais que moi, je suis informaticien, toi, t'es designer, barre-toi. Ma connaissance est quand même plus importante que la tienne au départ. Et cette culture a fait qu'on n'a pas eu d'Apple en France, par exemple. Parce que Apple, c'était quand même le grand dialogue des sciences humaines, du design, de la calligraphie et de l'ordinateur. Pensez bien que l'idée même de mettre des polices de caractères sur un ordinateur, c'était débile. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur, ça servait à programmer, uniquement. Et un programme, qui soit écrit en Times New Roman ou en Calibri ou en Helvetica, ça ne change rien, ça reste un programme. Donc, dans l'idée que l'ordinateur était une machine pour programmer, une police de caractères, c'était totalement inutile. Et c'est pour ça que c'est des gens comme Steve Jobs qui ont mis les premières polices de caractères dans les ordinateurs, avec les fonds proportionnés, etc. La connaissance est collégiale. Voilà. La vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. Mais comme on a un ego, on a tendance à éviter de mettre ces morceaux en commun. Alors, dites-vous bien que l'ego est le premier destructeur de valeur dans un projet. Dans une entreprise en particulier, dans un projet en général, l'ego est le premier destructeur de valeur. Et du coup, vous avez deux types de porteurs de projet. Le bon porteur de projet, c'est celui qui met son ego au service du projet. Donc ce sont souvent des gens qui ont un ego énorme, mais qui font tourner leur boîte grâce à ça. Alors ça vous donne Karl Lagerfeld, ça vous donne Michel-Ange, ça vous donne Steve Jobs, toute proportion gardée bien sûr, ça vous donne Coco Chanel, ça vous donne Elon Musk. Les gens qui mettent leur ego au service du projet. Et les mauvais entrepreneurs, ce sont ceux qui mettent leur entreprise au service de leur ego. Je pourrais vous balancer des noms, mais je ne suis pas là pour ça. Ouais. Bon, allez, Areva, typiquement. Le cas Areva, on est sur un cas où quelqu'un qui voulait viser un ministère a mis sa boîte au service de son ego. Et a utilisé sa boîte comme relais pour pouvoir aller plus loin elle-même ensuite. Et quand quelqu'un se met à mettre le projet au service de son ego, vous pouvez être sûr que le projet va mourir rapidement. Vite et bien. C'est-à-dire que si vous voulez tuer un projet très vite, mettez-lui un leader qui veut mettre le projet au service de son ego. Et un autre bon exemple, c'est l'histoire napoléonienne. Quand Napoléon monte, il met son ego au service de la France. Et quand il descend, il met totalement la France au service de son ego. Hitler, je crois que ça a toujours été un peu... Enfin, ça, c'est un vrai débat. On va atteindre le point Godwin assez rapidement. Mais la question, c'est est-ce qu'il n'a jamais mis son ego au service de l'Allemagne? Je ne crois pas. Je vais être très honnête. Il y a eu un effet où, effectivement, ça a monté au début sur le plan industriel, mais je ne crois pas qu'il y a un... C'est probablement, voilà, c'est ça. La notion, qu'est-ce qu'est l'Allemagne? Oui, c'est ça. Ouais. Ce serait trompé d'Allemagne, effectivement. Donc, ne jamais mettre son projet au service de son ego. Et si vous, dans vos équipes, vous voyez un mec qui est compétent, qui est fiable, qui a de l'expérience, avec qui vous travaillez depuis longtemps, mais qui se met à mettre le projet au service de son ego, il faut le tacler tout de suite. Et en général, c'est très dur de faire ça. Parce que ce sont les gens compétents, fiables et expérimentés qui passent du côté obscur. C'est ça le problème. Et c'est là qu'on a un vrai dilemme managérial. C'est de voir quelqu'un qui est fiable, qui a les diplômes, qui a l'expérience et qui a été dans le poste où il est depuis longtemps, se mettre à déconner en mettant le projet au service de son ego. C'est très très dur de lui dire « il faut que tu arrêtes les conneries ». Mais malheureusement, il faut le faire parce que c'est un vrai cancer pour les projets. Allez, je vais conclure là-dessus avant la pause. Sauf si vous voulez faire encore 2 ou 3 slides, vous me dites, mais on me faisait signe dans l'oreillette que
C'était bien de prendre la pause maintenant, donc là, ça me paraît pas mal. Ça vous va? Ok, alors on va donc déjeuner. Je prendrai aussi vos questions au déjeuner si vous voulez. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Ouais.